Mais du coup, François va nous faire un petit résumé pour ceux qui parlent pas très bien anglais ou qui ont pas envie Oui, de donc, lire pas de souci. 114 pages. Ouais, je peux comprendre. Voilà. Donc voilà. Bon, et du coup, bonjour à tous ceux qui sont là, David, Christophe, Jérôme, Alexandre, etc., etc. Merci à vous d'être là. Et puis vas-y, François, écoute, je te laisse peut-être te présenter si y en a qui te Oui, connaissent ok, pas de pas souci. avant de Voilà. commencer. Voilà. Donc François May, moi je suis professeur de français en ce qui concerne mon activité, on va dire, quotidienne principale, mais je suis passionné de botanique et de plantes carnivores depuis longtemps maintenant, après à peu près une vingtaine d'années. Et j'ai commencé à pousser ça, comment dire, de manière plus sérieuse, à faire des recherches, à faire des voyages, à faire des publications scientifiques. Donc en tant qu'amateur au début, puis maintenant, bon, je suis toujours amateur, mais bon, au fur et à mesure des publications, on acquiert un certain statut, on travaille avec des musées et puis d'autres scientifiques, ce qui fait que maintenant, régulièrement, je participe à des expéditions avec des botanistes professionnels. Et donc voilà, donc par rapport à la dernière présentation que j'avais pu faire, ben, j'ai eu l'occasion de participer à une expédition en Malaisie péninsulaire en août de l'année dernière, en 2022. Donc là, vous voyez bien mon écran, hein, vous voyez bien la carte. Ouais, ouais, Tu ouais, vois on bien? voit bien Ouais, l'écran, ouais. voilà, voilà. Donc voilà, donc la Malaisie péninsulaire, donc c'est ici. Donc la Malaisie, c'est un pays qu'on trouve ici, donc dans la péninsule, tout au bout de la Thaïlande ici, et c'est un pays qui continue également là ici, donc sur l'île de Bornéo. Alors, pour ceux qui sont pas très bons en géographie, quand on dit Bornéo, c'est pas un pays, donc c'est une île qui est divisée en trois États. Donc il y a la grande partie qui est en bas, qui appartient à l'Indonésie, c'est l'État de Kalimantan. L'Indonésie possède Sumatra, Java, les célèbres Sulawesi et puis une partie de la Papouasie. Et puis donc si je reviens sur Bornéo, on a le petit sultanat de Brunei, et puis ces deux grandes zones-là, l'État de Sarawak et l'État de Sabah, qui appartiennent donc au pays de la Malaisie. Donc ces trois morceaux, celui-ci, celui-ci et celui-là. Et donc pendant des années, on a considéré que le genre Nepenthes en Malaisie était plus ou moins bien connu. C'était moins intéressant, moins riche. De manière générale, les centres de diversité, comme on les appelle, pendant très très longtemps, ça a été Bornéo, hein, avec maintenant une quarantaine d'espèces, Sumatra, et puis maintenant les Philippines. C'est vraiment aux Philippines qu'il y a vraiment le plus grand nombre d'espèces. La plupart des nouvelles espèces viennent de là. Voilà. Et donc il y a des endroits comme par exemple l'ancienne Indochine aussi, où il y a un nombre d'espèces assez restreint, qui sont assez similaires. Il y a quelques espèces isolées. Alors, j'en profite vraiment pour faire un petit état des lieux, enfin, puis une petite introduction pour ceux qui ne s'y connaissent pas bien. Donc, le genre Nepenthes, on trouve essentiellement dans cette zone-là. Voilà. La zone malaise au sens biogéographique. Puis, on a quelques espèces périphériques. Il y en a une ici, Nepenthes casiana, ici en Inde, toute perdue. Il y a Nepenthes distillatoria ici au Sri Lanka. On a deux espèces à Madagascar, Nepenthes madagascariensis plutôt vers le sud, et puis Nepenthes mazoalensis dans la péninsule de Mazoala. Et on a également aux Seychelles ici Nepenthes pervelei. Et on a également en Nouvelle-Calédonie, donc Nepenthes villardier, et on a quatre espèces donc en Australie. Mais vraiment, quand on parle de Nepenthes, les gens pensent vraiment à ce qu'on appelle l'Asie au sud-est au sens large. Et donc, dans cette grande zone-là, donc il y a des zones où, comment dire, traditionnellement, on prospectait plus trop parce que c'était vraiment bien connu. Et je parle même pas que des Nepenthes, hein, je parle même même des autres genres de plantes. C'est-à-dire qu'il y avait toujours possibilité de trouver des espèces nouvelles, mais à une fréquence beaucoup moins importante que ce qui pourrait être le cas dans donc, les autres zones que j'ai citées, comme Bornéo, Sumatra, Philippines et tout ça. Et donc en Malaisie péninsulaire, pendant très très longtemps, en fait, on connaissait les espèces. Alors, juste que je retrouve, c'est pas là, c'est là, voilà. Donc, on avait les espèces que je pense que la plupart des gens connaissent bien, hein, comme Nepenthes ampularia ici, Nepenthes albomarginata, il y a également Nepenthes gracilis, Nepenthes mirabilis et rafflesiana, c'est vraiment les espèces de plaine avec lesquelles on commence à cultiver. Et parmi les espèces un peu plus rares, un peu plus courues pour les amateurs, les collectionneurs, on avait un petit groupe de Nepenthes d'altitude. Je pense que ceux qui sont versés dans le genre Nepenthes ont tendance à associer ces trois-là. Il y avait Nepenthes macfarlanei ici, puis Nepenthes sanguinea là, et puis Nepenthes ramispina. Donc, si je prends tout ce groupe-là, avec les espèces nolentes que j'ai citées, plus Albo marginata ici, on avait une petite dizaine de Nepenthes. Alors, pour ceux qui connaissaient encore un peu plus les Nepenthes de cette zone-là, on pouvait rajouter Nepenthes benstonei, qui ressemble un peu à une version un peu plus petite de Sanguinea. Il y avait aussi Nepenthes alba et Nepenthes gracillima.
Il y a eu quelques espèces qui ont été décrites depuis 2-3 ans. Mais voilà, pendant très longtemps, on va dire que c'était un groupe qui était assez figé de 10-12 espèces et on ne pensait pas vraiment trouver de choses nouvelles. En fait, ce qui se passait, c'est qu'il y avait beaucoup de montagnes qui étaient pas forcément prospectées. Si vous prenez en fait la Malaisie péninsulaire, vous avez deux grandes Oui, chaînes de montagnes. c'est ce que j'allais te Voilà. demander parce que j'ai pas, je suis allé me balader un peu sur Google Maps pour regarder un peu la Malaisie. J'ai pas forcément vu comme ça à première vue, j'ai pas forcément vu où étaient les montagnes, où étaient les Voilà. massifs montagneux en fait. Alors, il y a une grande chaîne de montagnes ici qui s'appelle la chaîne des Titiwangsa. En fait, elle est constellée de sommets. Il y en a vraiment partout. Et en fait, les gens ont tendance à aller vraiment prospecter les mêmes montagnes. D'ailleurs, la plupart de ceux qui vont en Malaisie péninsulaire arrivent à Kuala Lumpur et vont très très souvent dans une chaîne de montagnes, enfin un ensemble de sommets qui s'appelle les Genting Highlands. C'est assez connu, c'est assez couru, quoi. C'est comme, j'en sais rien. J'essaie de faire des analogies pour que ça parle à tout le monde. C'est comme aller aux États-Unis et se dire je vais aller au marais de Kefenokee parce que je sais que j'ai trouvé Saracenia minor. Aller, j'en sais rien, en Floride, Splinter Hill, parce qu'on sait qu'on va trouver toute une association de leucophiles, ou aller voilà, ou Apalachicola Forest, voilà, aux États-Unis. Et donc, voilà, les gens qui vont en Malaisie péninsulaire vont en général Kuala Lumpur et puis vont au Genting Highlands parce que c'est un endroit où il y a tout un complexe touristique et il y a des Nepenthes, des populations de Nepenthes qui sont assez faciles d'accès. Et en fait, il y a toute une série de monts là, bon, en point, là où vous voyez des points, bon, c'est là où il y a eu des spécimens qui ont été collectés. C'est pas forcément des endroits où moi j'ai été, mais ce sont des endroits où des spécimens de Nepenthes ont été observés, en tout cas pour les 6 espèces qui sont représentées sur la carte. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des Nepenthes sans doute à peu près partout. Et ce qui est très intéressant avec l'avènement des réseaux sociaux depuis quelques années, c'est qu'il est assez facile, lorsqu'on suit par exemple des chaînes de randonneurs ou des comptes Instagram ou Facebook de gens qui randonnent et dont l'occupation c'est de monter le plus vite et puis profiter de la nature et prendre des photos du sommet, de se rendre compte que de temps en temps, ils postent quelques photos de plantes un peu remarquables et de temps en temps on trouve des Nepenthes. Et en fait, c'est comme ça que un de mes amis, Gideon Lim, il y a 3 ans, en fait, m'a contacté. Donc, Gideon, c'est un agriculteur passionné, un jeune agriculteur passionné de plantes carnivores qui habite en Malaisie, à côté de Kuala Lumpur, donc la capitale. Et il m'a contacté il y a 3 ans en me disant François, j'ai une plante qui est un peu étrange. Elle ne ressemble pas aux espèces bien connues depuis très longtemps. McFarlane sanguinaire, Ramispina. Est-ce que tu as une idée de ce que c'est? Donc, quand il m'a envoyé les photos, je vais vous les montrer. Je lui ai dit, écoute, Guidon, je pense vraiment que c'est vraiment une nouvelle espèce. Et en fait, il m'a montré des photos de cette plante-là. Alors, je vais essayer de montrer ici. Voilà. Alors, c'est pas exactement cette photo-là qu'il m'a montré. Vous voyez bien? Oui, oui, on voit bien, on voit Ouais, bien. voilà, voilà. Donc, il m'a montré des photos de cette plante-là qui avait des poils sous l'opercule. Et je trouvais que c'était très très différent de ce qui poussait. Bon, après, il y a le Covid qui est arrivé, donc on n'a pas pu organiser les expéditions et tout ça, donc c'était pas évident. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, les espèces de Malaisie semblent être connues depuis assez longtemps, mais en même temps, pendant très longtemps, il y a eu d'énormes confusions entre ces espèces-là. Et pour un peu simplifier les choses, si c'est vrai qu'il y a des espèces de Nepenthes qui sont très très facilement reconnaissables, en Malaisie, on a plutôt affaire, dans l'altitude, à un groupe de Nepenthes relativement similaire. Si je fais une analogie avec les Drosera, c'est comme si on considérait tout le groupe de, vous savez, Aliciae, Cuneifolia, un peu toutes les espèces à rosette. Si c'était les Elianthora, ça serait Tatei, Nebliné, McDonald's, ce genre de choses-là. En Saracini, ça serait pareil, ça serait Rubra et compagnie. Et donc, c'est pas facile de comprendre de quoi il s'agissait. Et en fait, on se rendait compte, en faisant un travail de détective, en regardant les descriptions originales, qu'en fait, il y avait eu énormément d'erreurs. Par exemple, je vais vous montrer des photos de ce que les gens ont considéré pendant très longtemps comme étant Nepenthes McFarlane. Alors, je retrouve un petit peu tout ça. Voilà, je vais montrer toute une série de photos. Donc, pour ceux qui sont amateurs de Nepenthes, pendant très très longtemps, voilà, Nepenthes McFarlane, c'est ça. C'est une plante qui fait des urnes inférieures très colorées, relativement globuleuses. Puis Nepenthes macfarlane, surtout, il est connu parce qu'il a des petits poils sous l'opercule. Je ne sais pas si on les distingue ici, si vous les voyez ou pas.
On les voit un petit peu, ouais. Mais Voilà, un petit alors, peu si ici, jamais, vous voilà. pouvez aller voir aussi dans l'article hein, que j'ai envoyé, il y Voilà, a plein de photos, des opercules, des poils, etc. voilà. Donc, voilà, pour beaucoup de gens, le Nepenthes macfarlane, c'est ça. C'est relativement variable, mais il y a toujours voilà, ces urnes relativement trapues. C'est une plante colorée avec un péristome assez développé. Je montrerai d'autres photos. Voilà, parfois, ça a une forme quasiment d'amphore, comme ça. Alors, les urnes supérieures sont différentes, elles sont blanches. Là, pareil, on voit un tout petit duvet là, ici, au niveau de la flèche. Alors, ce sont des poils de 1 mm, 2 mm. Donc ça, c'est la plante qu'on trouve au Genting Highlands. C'est-à-dire que quand vous allez à Kuala Lumpur, vous prenez la bagnole, vous roulez 3 quarts d'heure, vous vous retrouvez près d'un casino, près de restaurants, près de l'hôtel, dans les friches. Il est possible, en demandant la permission d'une société locale, d'aller faire un tour, d'aller regarder les Nepenthes et on trouve ça. Voilà, c'est relativement facile d'accès. Évidemment, avant qu'il y ait tout ce complexe qui soit construit, il y en avait plein partout. Voilà. Les zones supérieures ressemblent à ça, elles sont assez blanchâtres. Là, on distingue quelques poils dans la petite tache marron qui est sur l'opercule. Je pense que ça peut relativement bien se voir. Donc voilà, pour beaucoup de gens, pour beaucoup d'amateurs, Nepenthes macfarlane, c'est le Nepenthes qui a des poils sous l'opercule. Il y a également Nepenthes lowi, Nepenthes ephipiata de Bornéo qui en ont, mais ce sont des poils beaucoup plus développés, beaucoup plus grands. Et puis surtout, c'est à Bornéo, c'est dans une zone géographique différente. Voilà. Et puis souvent, on associe Nepenthes macfarlane aussi à Nepenthes sanguinea, que les gens connaissent bien, hein, qui est une espèce relativement populaire en culture, donc appelée sanguinea d'après la couleur rouge, hein, des feuilles assez coriaces comme ça. Donc voilà, encore une autre photo de sanguinea, urne inférieure. Les urnes supérieures, ici, qui sont relativement variables, vous pouvez en avoir de toutes les couleurs, toutes les formes, sont des espèces qui n'ont pas de caractéristiques particulières, hein. Il n'y a pas de crochet, il n'y a pas d'appendice, il n'y a pas de péristome très développé, mais bon, assez facile à reconnaître. Et il y a une troisième espèce qui est dans la même zone, et d'ailleurs les trois espèces vivent ensemble, c'est Nepenthes ramispina, qui est assez connu parce qu'il fait des urnes vraiment sombres avec une bouche comme ça, vert citron. Pendant très longtemps, d'ailleurs, pour ceux qui cultivent depuis, je veux dire, plus de 10-15 ans, qui ont commencé par des Nepenthes de jardinerie, il y avait eu un hybride très connu qui s'appelait Nepenthes Rebecca Soper. Voilà, et Nepenthes Rebecca Soper, pendant très longtemps, on disait que c'était Nepenthes gracillima croisé avec ventricosa. Et on a fini par savoir que c'était en fait Nepenthes ventricosa croisé avec le Nepenthes ramispina que vous voyez sur la photo. Voilà. Quelques exemples de ramispina Ah, ici. elle est Et vraiment donc, belle celle-là hein, quand même. elle est grande, voilà. Et puis les zones Mhm. supérieures deviennent vraiment jaunâtres, verdâtres, comme ça. Ça, c'est des photos que j'ai prises voilà, en août dernier. Voilà. Et puis, alors, ce qui est embêtant, mais aussi intéressant dans cette zone-là, vu que c'est une zone où il y a régulièrement des travaux, où les terrains sont chamboulés, et comme ce sont trois espèces qui sont assez volontaires, on a souvent des hybrides. Donc, pendant très longtemps, la réputation de cette zone-là, les Genting Highlands, c'était, oui, c'est un endroit, il y a des Nepenthes partout, mais le problème, c'est que, voilà, c'est la foire, il y a des hybrides dans tous les sens. Là, par exemple, c'est un hybride entre Nepenthes macfarlanei, entre guillemets, Nepenthes ramispina, on reconnaît les taches, puis la forme un peu de ramispina et la couleur jaune. Et là, c'est encore un autre hybride, certainement entre sanguinea et puis Nepenthes macfarlanei. Voilà. C'est un peu, si je fais l'analogie pour ceux qui connaissent bien la France, c'est comme si je disais, ben voilà, on va à Gavarnie et puis on va trouver Pinguicula longifolia, Pinguicula alpina, Pinguicula grandiflora, et puis plein d'hybrides, ce qui n'est pas le cas forcément à Gavarnie, mais voilà, et puis c'est difficile de distinguer un petit peu les trois. Donc vraiment, là c'était vraiment la situation. Donc quand mon ami Guidéon m'a envoyé les photos de cette plante, on s'est dit quand même si ça a des poils, alors déjà il y a un problème, c'est que les poils sont sacrément longs. Sur la photo, alors ça se voit peut-être pas très bien, mais ils font jusqu'à 1 cm de long. On se disait ça ne correspond pas à cette espèce-là. Donc, on avait organisé une expédition. Guidéon étant en Malais et étant en rapport, en lien avec une université locale, il pouvait nous avoir des permis de recherche, etc. Enfin, il y a tout un travail de l'ombre. J'en avais déjà parlé un peu dans la réunion précédente où il faut avoir des permis de recherche. Et puis, le Covid arrive, donc on ronge notre frein, on ne peut rien faire. Et puis, finalement, donc en 2022, on peut organiser cette expédition. Sauf qu'avant, toujours le travail de l'ombre, j'ai mon ami, Alastair Robinson, qui est une des autorités mondiales du genre Nepenthes, qui nous dit bah, écoutez, les gars, il y a un petit souci, c'est que la soi-disant nouvelle espèce de Guidéon, en fait, il se trouve peut-être que ça correspond à Nepenthes macfarlanei. Donc là, on se dit, bah, c'est pas logique, Nepenthes macfarlanei, c'est ce truc-là que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Sauf qu'il y a, donc là, il y a des poils qui font 1 mm, 2 mm, et puis la plante de Guidéon, elle a des urnes beaucoup plus élancées, et puis il y a des poils de 1 cm, puis il y a d'autres différences. Donc dans ces cas-là, pour ceux qui ne sont pas habitués,
si on veut savoir ce qu'est vraiment une plante, il faut remonter aux sources de la description et remonter aux sources du spécimen type qui a été collecté il y a très longtemps et qui a servi en fait de description à l'espèce. Donc là, on remonte et puis on trouve les spécimens types. Et le spécimen type, il y en a plusieurs. En voici un. Alors, si vous le voyez bien, donc là c'est un vieux spécimen qui a été collecté il y a longtemps. Il date de 1880. Il a été collecté par un Allemand. Et puis donc si vous regardez ce spécimen-là, ben là vous voyez les poils. Je ne sais pas si vous les voyez. Voilà. Ouais, on voit bien. Il y a une règle à côté. On voit que les poils là font jusqu'à 1 cm et beaucoup plus. Voilà. Et on se dit il y a quand même beaucoup de différences avec le McFarlane que tout le monde connaît des Genting Highlands, que tout le monde considère comme McFarlane depuis 30 ans, depuis 40 ans en fait. Voilà. Il se trouve que ce complexe avec ses casinos, etc., donc comme c'est un endroit facile d'accès, les gens ne remettent pas en question en fait. Ils vont faire leurs photos, ils voient ce qu'ils appellent Nepenthes McFarlane parce que quelqu'un d'autre leur a dit que c'était ça. Et puis l'erreur en fait est répercutée de décennie en décennie. Voilà. Donc on regarde les différents spécimen types. On essaie de voir où a été collecté ce spécimen type. Donc là, je vous remontre un autre spécimen avec toujours les mêmes poils. Hein. Je vais vous montrer un peu, voilà. Et puis là, donc on voit sur l'étiquette, c'est pour ça que c'est très très utile les étiquettes d'herbier. On voit que ça vient d'une montagne qui s'appelle le mont Bubu, B-U-B-U, Boubou, ils disent là-bas, voilà. Et donc on regarde toute la littérature existante, hein, pour ceux qui connaissent bien les Nepenthes, les livres de Charles Clark, les monographies de Martin Schick, et puis tous les livres qui existent, ceux de Stuart McPherson, mais qui sont plus récents, et on se rend compte qu'en fait, pour tout le monde, Nepenthes McFarlane, c'est la plante qui vit dans les Genting Highlands, qui se trouve quand même à plus de 200 km du mont Bubu d'origine. Voilà. Et donc on se dit, la seule solution pour savoir si la plante au long poil de mon ami Guidéon est bien une nouvelle espèce, c'est déjà de retourner sur la montagne d'origine, le mont Bubu, où se trouve le Nepenthes McFarlane. Si on va sur cette montagne, si on arrive à retrouver la plante, on verra ce qu'est Nepenthes McFarlane. Et on verra si la plante qui est supposée être nouvelle, c'est-à-dire celle-ci, on verra si c'est une nouvelle espèce ou si ça ne serait pas tout simplement le Nepenthes McFarlane d'origine. Le vrai. Ouais, voilà, le vrai. Donc pendant un moment, c'était excitant, mais d'une autre manière. On s'est dit, mince, on pensait que c'était une nouvelle espèce et finalement, ça serait le vrai Nepenthes McFarlane. Dans ce cas-là, la plante que tout le monde connaît sous le nom de Nepenthes McFarlane, ça serait une plante non décrite. Voilà, c'est le genre de choses qui arrivent très souvent en botanique. Hein. Je ne parle pas que des plantes carnivores, ça arrive dans tous les genres. Voilà, parce que les gens répètent des erreurs, parce que c'est pas facile de savoir. En fait, si vous voulez, dans les années 80, quand le complexe touristique a été créé, il y a des botanistes ou des naturalistes, comme moi par exemple, je suis passionné de botanique, mais j'ai quelques rudiments en ornithologie, j'ai des bonnes connaissances en entomologie. Je vais trouver un papillon, un coléoptère, un scarabée, je vais dire, ah ben tiens, il a telle couleur ou tel poil, ça doit être telle espèce. Et voilà. Et ensuite, s'il n'y a pas de spécialiste qui vient vérifier, on répète cette erreur, je ne vais pas dire à l'infini. Voilà. Donc quelqu'un a dû arriver aux Genting Highlands, a observé un Nepenthes qui avait des poils sous l'opercule. Nepenthes McFarlane étant dès l'origine connu pour avoir des poils sous l'opercule, personne ne s'est posé la question de savoir s'il n'y avait pas de différence entre les poils de 1 mm et ceux qui font quasiment jusqu'à 15 mm, plus d'autres différences. Donc pendant, on va dire, plus de 40 ans, la plante de Genting Highlands a été considérée comme Nepenthes McFarlane. Donc on a été sur le mont Bubu, ça n'a pas été évident parce que parfois les montagnes changent de nom. En plus, pour compliquer les choses, il y a 2 monts Bubu en Malaisie péninsulaire. Donc on avait une peur bleue. Pour ceux qui ont déjà fait des expéditions, l'orage, les sangsues, tout ça, on s'est dit, mais bon sang, si on monte sur la mauvaise montagne, c'est juste la catastrophe, on ne peut pas se permettre de faire les deux. Alors heureusement, sur les étiquettes d'herbier, là, ici, on a très souvent, alors, je sais pas, voilà, si on le voit sur celle-ci, alors il faut lire hein, l'écriture des anciens collecteurs. Ici, vous avez, alors là, vous ne le voyez peut-être pas très bien, altitude, 4800, to à 5300 FT, donc de 4800 à 5300 pieds. On fait la conversion, on sait qu'on est à peu près 1600 mètres d'altitude, on sait que dans le texte qui est écrit au-dessus que c'est le sommet, donc là il y a un mont Bubu qui fait 1653 mètres et un autre mont Bubu qui fait 1900 mètres, donc je sais que le mont Bubu qui m'intéresse c'est le premier, voilà. Heureusement que les étiquettes ont été bien remplies. Et que vous avez réussi à déchiffrer c'est pas toujours, pas toujours facile. Ouais, voilà. C'est pas toujours facile. Voilà, et surtout là, sur cette étiquette-là, par exemple, ne nous a pas trop aidé parce que là, ce que je montre là, il marquait GB
il a fallu, dans un autre vieil article, trouver que c'était Gunung, qui veut dire mont, montagne en malais, Gunung Bubu, GB. Alors je me suis dit, mais bon sang, est-ce que GB c'est vraiment Gunung Bubu, est-ce que c'est pas autre chose? Et on a fini par trouver. Et jusqu'aux derniers instants, quand on a grimpé le mont Bubu, c'est en plus moi qui étais en charge de trouver cette montagne-là, j'avais eu l'angoisse. On avait une équipe de 25 personnes. Je m'étais dit, si c'est pas le bon, je pense qu'on va pas me laisser sortir de cette montagne vivant. Voilà. Et puis en fait, quand on est arrivé sur cette montagne, sur le mont Bubu, on savait que s'il y avait un Nepenthes là-haut avec des poils, ça serait entre guillemets, le Nepenthes macfarlanei d'origine. Et en fait, on est tombé sur ça. Voilà. On est tombé sur cette plante-là. Et attends, juste peut-être, Ouais. c'est quoi du coup les caractéristiques de base du vrai Nepenthes macfarlanei? Alors, Enfin, sa ce description, sont, son type, c'est quoi? alors, Parce qu'il le n'y a pas que problème, les poils, j'imagine, il y a d'autres ouais, choses aussi qui rentrent en compte, c'est non? essentiellement les poils, parce qu'en fait, le code de botanique au 19e siècle n'était pas aussi pointu que maintenant, et on pouvait décrire parfois avec deux, trois lignes. Donc voilà, et Ok. la description d'origine de Nepenthes macfarlanei, elle fait moins de 10 lignes. Donc voilà, et ce qui était le plus, comment dire, caractéristique, c'était les poils. C'était ce Mhm. qu'ils appellent des poils, hairs bristles, ça veut dire presque des poils durs qui faisaient qui dépassaient 1 centimètre avec des grandes glandes à nectar. Et donc ça correspondait pas au Nepenthes macfarlanei, tout le monde connaît, qui a en fait un petit duvet de 1 millimètre à 2 millimètres sous l'opercule, de Ok. poils vraiment très 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 légers, voilà, et qui en plus avait des urnes plutôt globulaires et tout ça, voilà. Et donc quand on est arrivé sur le mont Bubu, on est tombé sur cette plante là, voilà, ici, voilà, avec donc des poils qui faisaient facilement 1 centimètre. Voilà, je vais montrer une autre photo ici. Voilà. Et puis évidemment, on les a comparés donc avec les spécimens séchés que j'ai montrés tout à l'heure. Alors la photo ne veut pas apparaître. Je sais pas si. Attendez. Hein. Là, vous voyez? Voilà. Ouais, c'est bon, ouais. Voilà, là, là. Les urnes supérieures, pareil. Donc, donc en fait, quand on tombe sur ça, là, on les voit vraiment très très bien. Mhm. On fait la comparaison avec les spécimens séchés que j'ai vus tout à l'heure. Et tout était exactement pareil. Alors, ce qui est génial, c'est qu'en plus, on a Internet au sommet de ces montagnes, donc on n'est pas si isolé que ça. De toute façon, on avait tout imprimé, puis on avait étudié. Il y a un énorme travail, en fait. Hein. L'expédition, c'est le travail sur le terrain, ça n'est que le sommet de l'iceberg. Hein. Donc, quand on arrive là-haut, on voit ça, donc on dit, bon, déjà, il y a quelque chose qui est clair, c'est que le vrai Nepenthes macfarlanei, c'est ça, parce que ça correspond au spécimen séché. Et on sait déjà, on en retire deux conclusions. C'est que le Nepenthes macfarlanei que tout le monde connaissait sur les Genting Islands et aussi sur les Cameron Islands, bah, c'est autre chose. Parce qu'en dehors même des poils, il y a toute une série de différences. Et on savait à ce moment-là que donc on devrait, en revenant de cette expédition, donner un nom donc aux plantes de Genting Islands, voilà, et des Cameron Islands. Ces plantes que tout le monde pensait être macfarlanei pendant très longtemps. Et l'autre conclusion, c'était que la plante envoyée par mon ami Gideon en 2020, qui avait aussi des poils très très longs, elle était une nouvelle espèce. N'était pas le vrai Nepenthes macfarlanei, était une nouvelle espèce en fait. Et Est-ce que nous alors juste, voilà. pardon, je me permets de te couper, mais juste pour, enfin, comment tu sais du coup que ça serait une nouvelle espèce et pas justement ce macfarlanei? S'il avait Parce des que poils aussi. Parce qu'en fait, il y a d'autres différences aussi, parce que tu as la forme des urnes. Alors, il faudrait, alors j'avais un tableau de comparaison. Alors, après, je peux pas tout résumer, voilà, Non, non, bien sûr, non, non, mais voilà, voilà. je. En fait, il y a d'autres caractéristiques. La forme des urnes est différente, la répartition des poils est différente. Par exemple, les Nepenthes macfarlanei, on a des poils qui vont jusqu'à 15 millimètres qui sont répartis de manière uniforme. Euh, tout en dessous de l'opercule, alors que dans l'autre espèce, la nouvelle, celle de Gideon, qu'on appelle Nepenthes berbelu, et qui a été publiée, berbelu veut dire poilu, et qui a été Mhm. publiée en février, elle a des poils essentiellement en périphérie de l'opercule, en dessous de l'opercule, et par petits agglomérats. On Ok. a des petites Mm. touffes de poils, je vais la montrer. Alors, attendez, ici, berbelu, ici, voilà. La répartition est complètement différente. On les voit, ils sont beaucoup plus en périphérie, avec parfois des concentrations comme ici. Ouais, Si vous d'accord. voyez Ouais, là, ouais. voilà, voilà. Et puis après, il y a d'autres différences. Hein, voilà, les urnes voilà, inférieures de Nepenthes berbelu sont cylindriques. Voilà. Voilà. Là, ce que je peux faire, c'est montrer une des illustrations botaniques que j'ai faites. Donc là, c'est. Si ça veut bien apparaître, il faut le temps que ça charge. Tiens, je te pose une petite question en attendant Ouais, du chat, vas-y. une question de Jérôme, qui, bah, alors, je reformule un peu la question, mais c'est, est-ce qu'on se base aussi, enfin, est-ce qu'on se base que sur les urnes ou aussi sur les feuilles, les tiges, je sais pas, On peut se baser, la on tête peut un se peu baser, générale de la plante? on peut se baser sur tout ça. Je veux dire, quand on connaît bien ces Nepenthes, on peut même
les reconnaître sans les urnes. Moi, par exemple, Nepenthes berbelu, Nepenthes macfarnei, je suis assez confiant pour dire que je les reconnais sans les urnes. Voilà. Ok. Donc, il peut y avoir la forme des feuilles. Alors, j'ai mon dessin qui ne veut pas apparaître. Non, c'est pas grave, j'en ai un autre ici. Par exemple, là, j'ai un dessin de Nepenthes berbelu que j'ai fait. Donc, c'est ça qui est intéressant avec les illustrations botaniques, c'est qu'on n'a pas obligé de regarder une centaine de photos. On résume toutes les caractéristiques sur une même image. Donc là, vous voyez, Nepenthes berbelu, il a des poils en périphérie, comme je les représente ici, avec une concentration souvent au bout de l'opercule, à l'apex, à la pointe. Voilà. Les feuilles, elles sont comme ça, on dit qu'elles sont oblongues. Les urnes inférieures, elles sont assez allongées comme ça. Voilà. Puis il y a une pilosité comme ça sur la tige. Les glandes sont comme ceci. Et si vous prenez par exemple, alors je vais peut-être pouvoir mettre les deux en même temps, Nepenthes macfarlane, qui est ici. Alors attendez, hein, je vais ouvrir les deux, comme ça sera bon. Ok. Est-ce que vous voyez les deux là? Ouais. Ouais, Ah ouais. on va comparer un peu fait. les deux. Voilà. Donc là, c'est des illustrations botaniques que j'ai faites pour le dernier article, là, celui de 100 pages. Voilà. Donc là, vous voyez la forme de la différence des feuilles. Là, c'est Nepenthes berbelu à gauche, Nepenthes macfarlane à droite. Les zones supérieures. Donc quand on n'est pas habitué, c'est comme je disais, hein, c'est comme trouver que Aliciae puis Cuneifolia au niveau des Drosera, c'est la même chose en fait. Voilà. Donc là, vous avez les urnes inférieures. Vous avez le port de la plante qui est aussi différent. Voilà, vous avez alors le coloris, souvent c'est secondaire chez les Nepenthes. Vous avez d'autres détails comme ici, ce qu'on appelle l'éperon qui est derrière l'urne, qui est très souvent simple chez les Nepenthes berbelu, alors qu'il est plutôt bifurqué chez Nepenthes macfarlane. Voilà, donc il y a des différences qui sont évidentes et il y en a d'autres qui sont secondaires. Ouais. Et Donc c'est pas juste la pilosité en fait ah non, non, de non, pas du tout. l'opercule, quoi, c'est ça. Non, non, Mhm. pas du tout. Disons que c'est le plus facile. Voilà, c'est le plus facile. Mais si tu montres des urnes, tu fais exprès de casser l'opercule, je saurais te dire lequel c'est, quoi. Voilà, Mhm. tout simplement, Juste, voilà. juste un petit point, parce que je sais que c'est ton truc, les planches comme ça botaniques et les dessins d'illustration comme ça. Oui. C'est pourquoi on s'embêterait entre guillemets maintenant à faire des dessins alors qu'on pourrait prendre des photos et tout numériser? Qu'est-ce que c'est l'intérêt de Bah, ces dessins? Alors, il y a des gens il y a des articles où on commence à faire ça, en fait, hein, où tu as des gens qui font des montages, en fait, qui font des montages de photos avec un peu tout ce que je fais là, ici, voilà. C'est pas toujours aussi lisible parce que moi je peux par exemple comment dire mettre en valeur sur cette urne là bah, voilà les poils qui sont là devant. On arrive à mettre en valeur, c'est difficile, faudrait vraiment passer en revue des centaines et des centaines de photos pour que tu puisses ensuite faire une planche en photo qui puisse vraiment montrer chaque aspect. Voilà, parce que si tu prends une de ces planches photographiques, c'est pas toujours évident. Puis en plus, il y a la couleur qui peut parfois distraire de la forme et des textures. C'est pas toujours évident de voir vraiment toutes les caractéristiques d'une plante sur toute une série de photos. J'ai envie de dire, bien sûr que si je te propose 300 photos d'une espèce, tu vas avoir au total plus d'informations sur la plante qu'une seule planche, mais tu auras pas un support unique. L'avantage de la planche botanique, c'est vraiment d'avoir un seul document, peut-être pas la totalité, mais la présence de toutes les caractéristiques principales de la plante, en fait. Voilà. Ouais, et puis aussi de mettre en avant du coup les choses importantes pour l'identification de la Voilà, plante, voilà. etc. C'est pas juste, Ouais, enfin, c'est un tout à dessin fait, voilà. réaliste, mais quand même le but c'est quand même Voilà, de montrer les choses qui sont importantes c'est ça, voilà. pour Par, l'identification de par, la plante. Ouais. par exemple, ici, sur cette plante-là, là, ici, c'est Nepenthes macfarnei, avec un morceau de tige avec des fruits et puis des zones supérieures. Moi, j'avais des photos qui m'ont inspiré pour faire ce dessin-là, mais dans les photos, par exemple, là, ici, par exemple, il y a ce qu'on appelle une bractée qui est très très longue, qui est souvent très présente chez Nepenthes macfarnei, mais sur la photo, on ne la voyait pas parce que la perspective faisait qu'elle était différente. Et sur la photo dont je me suis servi, les opercules n'étaient pas relevés. Donc on voyait pas si bien que ça les poils. Par contre, on voyait très bien les fruits. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bougé le dessin. Je me suis arrangé pour relever les opercules, pour tourner la bractée. Pour ici, j'ai incliné la feuille différemment pour qu'on voit bien la forme de la feuille. Donc en fait, en dessin, on peut s'arranger pour que les Mhm. caractéristiques de la plante soient visibles. Voilà. Et du coup, bah, Après, ça répond un petit peu à la question. On a une question dans le chat de Alexandre qui dit, ça veut dire que quand tu fais une planche, tu exagères les traits de la plante. C'est pas non, forcément ça. non, j'exagère pas, justement, ça doit être scientifique. Mais je m'arrange pour que, par exemple, sur un morceau comme celui-ci, on puisse voir tout ce qui doit être vu. Alors que si tu prends une photo,
à moins d'avoir des pouvoirs de télékinésie et faire en sorte que chaque feuille soit tournée du bon côté, etc. Qu'elle soit pas bouffée par des insectes à Voilà, moitié voilà, quelque voilà, part, ou qu'il n'y ait pas des taches bizarres ou des. il y a des choses qui vont manquer. Il y a forcément des choses qui vont manquer, voilà. Donc, je n'exagère pas parce que là, au niveau des dimensions, des textures, ça doit toujours être bon, mais je m'arrange pour que tout soit visible, par exemple. Mhm. Là, par exemple, là, pour Nepenthes berbelu, dans la photo dont je me suis inspiré, il n'y avait pas d'inflorescence. Voilà, il y avait des iones qui m'intéressaient, mais il n'y avait pas d'inflorescence. L'ione qui était ici, était pas, et la forme n'était pas très très visible. Voilà. Donc je m'arrange, je tourne les choses dans une illustration pour que tout puisse être visible. Mais j'insiste sur le fait que rien n'exagéré. Je me sers des mesures faites in situ et je me sers aussi de toutes les mesures faites en herbier. Parce qu'en fait, en faisant notre voyage, on a un de nos co-auteurs, Michael Golos, qui a fait la plupart de tous les herbiers qu'il y avait à faire, où il y avait du matériel de Malaisie péninsulaire. Ça lui a pris des mois. Il a été à Singapour, il a été à Leiden, il a été à Kew, moi j'ai été à Paris, il a été en Thaïlande, etc. Et puis tous les spécimens qui avaient été collectés en Malaisie péninsulaire, de McFarlane, entre guillemets, de Sanguina, de Ramispina, il a pris des photos avec des règles, il a pris les mesures, etc. Et ensuite, moi je me base sur ces mesures-là et je fais une moyenne aussi. Là, par exemple, la longueur du tendril de Nepenthes McFarlane, on a vu que sur une trentaine de spécimens, pour les urnes inférieures, en général, le tendril faisait 2 fois 0,5 la longueur du ion. Même si je peux tomber sur des tendrils qui vont faire 1,5 ou 3,5 ou 4, bon, je fais une moyenne, en fait, Mhm. tout simplement. Voilà. Ouais, et puis aussi, par exemple, bah, typiquement, je sais pas, les poils sous l'opercule, peut-être qu'ils peuvent être transparents ou blancs et peu Voilà, tout à visibles fait, du coup sur voilà. une photo, alors que toi, tu vas les représenter parce qu'ils existent, Voilà. quoi. Et Donc, après, voilà, moi, je suis humain et je peux tout à fait, parfois, me laisser aller. Par exemple, bon, ça se voit pas, mais par exemple, Nepenthes berbelu, ici, je m'étais inspiré de photos où vraiment on avait tombé sur des urnes qui étaient spectaculaires avec des poils que je trouvais extraordinaires d'un point de vue graphique très intéressant. Et mon co-auteur, Michael Golos, qui a un œil bionique, a dit écoute, François, tu t'es fait plaisir, mais là, tu as rajouté trop de poils. Il y en a mhm. trop. Il y en a trop, et voilà. Et donc là, j'ai dû en effacer. Et j'ai dû les faire plus courts. Et j'ai dû insister sur la concentration de poils qu'il y avait là. Et en fait, j'en avais fait des aussi longs sur les côtés. Parce que ça donnait un air un peu fantastique à la plante. Mais voilà, Mhm. quand je fais ça, je m'éloigne du scientifique. Ouais, et Et puis du coup, c'est effectivement, ça aussi voilà. l'intérêt de travailler en groupe et l'intérêt Ah oui, du non, ça travail c'est scientifique, génial. quoi. Justement, c'est que Voilà, c'est tout génial. repose On se pas sur reprend. une personne, quoi. Voilà, on se reprend les uns les autres en permanence. Voilà. Mhm. Donc voilà, donc l'illustration botanique comme ça, elle permet voilà de représenter. En fait, on représente un concept. Pour nous, Nepenthes berbelu, c'est une plante voilà qui ressemble à ça, mais il y a des variations. Et nous, on doit dessiner la plante la plus représentative. Par exemple, si je prends non, c'est pas celui-là. Je vais enlever juste ces illustrations là. Voilà, Nepenthes berbelu, bah, par exemple, il y a des urnes supérieures qui sont comme ça, assez blanchâtres. Donc là, on voit les poils. Il y a aussi des urnes supérieures qui sont plutôt comme ça, beaucoup plus Ouais, colorées. Là, on ok. voit aussi un petit peu les poils, voilà. Et voilà. Et là, il y en a une autre qui est comme ça, avec plus de noir, voilà, avec Oh, moins de qu'est-ce qu'elle est poils belle parce que cette espèce. Pfiou. ouais, je la trouve assez jolie, voilà, parce Mhm. qu'elle a elle a des poils qui sont tombés, parce qu'avec l'âge, les poils tombent, voilà. Donc moi, c'est comme dessiner un être humain. Voilà, si je dois dessiner un être humain sur une planche, il y a une variété d'êtres humains, il y a des ethnies. Bah, tu sais bien, il y en a Mhm, énormément sur la planète. Si je dois dessiner une planche pour représenter l'être humain, voilà, qu'est-ce que je choisis, quoi? mhm, mhm. Quel type je choisis? Quelle proportion je choisis aussi? Voilà, voilà. Même au niveau de la pilosité, on pourrait s'amuser, voilà. Donc là, bon là, c'est une espèce qui est relativement variable, donc j'ai fait ce que j'ai pu, voilà. Et il y avait des constantes, par exemple sur la photo que il y a sur l'écran. Vous voyez que la tige qui est ici, là, que je montre avec le curseur, ben voilà, il y a souvent un duvet poilu noir comme ça. Donc du coup, j'avais décidé voilà, que ce duvet serait représenté ici. Mhm. Voilà. Même si j'ai trouvé quelques plantes où le duvet était beaucoup moins présent. Voilà. Et après, bon, l'image est accompagnée du texte. Et dans le texte, là, on mentionne toutes les variabilités possibles. Mais j'insiste sur le fait que le plus important, ce n'est pas l'image, ce n'est pas le texte, c'est le spécimen type. Mhm. Voilà. Si un jour on a un doute sur ce que c'est que Nepenthes berbelu ou McFarlane, on va voir la plante qui a été collectée, qui a été séchée, qui a été déposée dans un herbarium, on l'étudie. D'ailleurs, si un jour on doit faire une étude génétique, on va regarder le spécimen type. Voilà. Parce que l'image, il peut y avoir des biais cognitifs. Je peux avoir. Parce que là, moi, j'ai un collègue qui a vu les endroits que j'ai exagérés, mais je peux te citer des illustrations botaniques où je sais très bien qu'elles ne sont pas représentatives. Voilà.
Alors, ce qui nous a étonné quand même pour Nepenthes McFarlane, ce qui fait qu'on n'a pas compris pourquoi il y avait eu autant d'erreurs pendant très longtemps, c'est qu'il y avait eu des anciennes illustrations de Nepenthes McFarlane, que je montre ici, qui datent du début 20e. Et en fait, dans l'illustration d'origine de Matilda Smith, on voyait déjà que les poils étaient longs. Tu vois, les poils sous le percule, on voyait bien qu'ils ne faisaient pas 1 ou 2 millimètres. Elle avait fait 2 illustrations, cette dame-là, et dans les 2 illustrations, on voit bien, tu vois, que les poils sont longs. Là, ici, on a un détail des poils, ici, ils sont sacrément longs, quoi. Donc voilà, donc quelqu'un est monté sur quelques montagnes accessibles en Malaisie péninsulaire, a dit voilà, Nepenthes McFarlane, c'est le machin là qui a des petits poils, et puis voilà, l'erreur a été répétée pendant des décennies, plus d'un siècle. Et nous, on a été étonnés que pendant tout ce temps-là, personne, y compris des gens très expérimentés comme Charles Clark ou Shen Lee, n'a été sur le mont Bubu, qui était assez compliqué à gravir, mais bon, voilà, moi je suis pas un super héros, je l'ai fait, donc je ne sais pas, peut-être le manque de temps ou voilà, ils n'ont pas eu l'occasion, mais ça a été la clé de tout. Une fois qu'on a grimpé sur ce mont Bubu, on a vu quel était le vrai Nepenthes McFarlane, donc on a compris que les plantes qui étaient connues sous ce nom-là étaient différentes, donc elles méritaient d'avoir un nouveau nom, et que la plante de mon ami Gideon, qui était un peu à l'initiative de toute notre expédition, devait également avoir un autre nom. Donc on s'est retrouvé donc en fait à nommer ces plantes-là. Et en fait, ben, du coup, la liste des espèces de Malaisie péninsulaire s'est enrichie. Alors il y a des noms peut-être que dont les gens n'ont pas entendu parler parce qu'il y a des auteurs malais qui ont aussi décrit d'autres plantes depuis 2 ans. Nepenthes malaiensis par exemple, qui est un cousin de Sanguina. Les Nepenthes latifiana, c'est pareil. Et donc nous on a rajouté, donc nous le McFarlane, on lui a fait une nouvelle description qui correspond vraiment bien à ce qu'on a vu sur le mont Bubu. Donc du coup, dans notre article de 112 pages, on a en fait étudié tout le groupe de ces espèces qui avaient des poils sous les urnes. Il y a 6 espèces pour l'instant. Et donc du coup, on les a repris une par une. Alors si je prends, alors on va pas regarder les textes, hein. Si on prend par exemple Nepenthes alba, Qu'est-ce qu'elle est belle celle-là aussi. voilà, elle est très très belle. Elle vit sur la plus grande montagne de Malaisie péninsulaire, le mont Tahan. Et donc alba blanc, parce que les zones supérieures sont souvent d'un blanc comme ça, immaculé. Donc pendant très très longtemps, on ne comprenait pas trop ce que c'était. Elle a été appelée sous le nom de Gracillima, puis on l'a mélangée avec Ramispina. Enfin, c'était un vrai bazar. Donc là maintenant, on a tout remis au clair. On sait ce qu'est Alba, ce qu'est Gracillima, ce qu'est McFarlane, et on ne comprend pas que ça n'a pas été fait avant, mais bon voilà. Et donc voilà, et donc là c'est Nepenthes alba. Donc là, on a rappelé, alors là, il y a quelques mois, on a été chez Andras Wistuba qui a des Nepenthes alba en culture, et on lui a demandé, on était là le jour-là, il a fait un zoom, une macro de Nepenthes alba. On a vu qu'il y avait des poils tout petits, je ne sais pas si on les voit là sur l'écran, voilà. Ils sont vraiment minuscules, ils font 0,5 à 1 millimètre, voilà. Et après, donc toujours dans l'article, je vais peut-être remettre sur une page. Donc là, on a passé en revue Nepenthes berbulu qu'on avait décrit donc il y a quelques mois, une petite présentation rapide avec quelques photos. Puis surtout, on a profité donc là avec les photos donc des poils, et on a profité de cet article en fait pour présenter ce groupe d'espèces. Il y a 6 espèces qui sont proches. Là, c'est Nepenthes gracillima qui est vraiment pas connu, qui est connu essentiellement des amateurs de Nepenthes, voilà. Hein. Parce que de toute façon, hein, dans notre hobby, hein, vous avez des gens qui connaissent les espèces principales, et puis vous avez des geeks qui vont connaître vraiment différentes espèces avec toutes les nuances sur les bouts des doigts. Il y en a des geeks de Nepenthes. Ah ouais, je sais qu'il y en a. Voilà. Même parfois dans les autres genres, je suis toujours épaté de voir. Et puis on parle que du botanique, hein, en horticole, c'est juste incroyable les gens qui sont capables de faire la différence entre tel cultivar de Sarah ou tel cultivar de Dionée. Donc voilà, on a profité de cet article pour redécrire Nepenthes McFarlane. Donc là, vous voyez Nepenthes McFarlane Emsley. Donc là, c'est l'abréviation de Emsley qui avait décrit McFarlane en 10 lignes en 1905. Et donc, nous, on a amendé la description amendée. Donc là, on a les noms des différents auteurs. Voilà. Et puis, donc, on a fait une illustration botanique à jour, parce que les anciennes illustrations, elles étaient correctes, mais il n'y avait pas toutes les caractéristiques. Il n'y avait pas les graines, il n'y avait pas forcément les fleurs mâles et femelles, la forme des feuilles. Donc, j'ai profité pour faire l'illustration. Et on a fait la liste de tous les synonymes, de tout, et on a fait une description très détaillée. Alors, quand on n'aime pas, enfin, c'est assez austère à lire, c'est un travail scientifique. Là, on décrit tout, hein. On décrit les veines, le péristome, donc basé sur des mesures de terrain, etc. Et donc là, on en profite pour montrer les photos. Alors, comme cet article de 100 pages, il va être dans le prochain livre de Stewart, qui est un livre de 2000 pages,
Le steward nous a dit, les gars, vous avez autant de pages que vous voulez. Ça aurait jamais été accepté dans un journal scientifique 112 pages comme ça. On Ah, aurait c'est dû... vrai? C'est vrai, même pour Ah une ouais, revue non, non, taxonomique d'un groupe d'espèces comme ça. bah, 112 pages, c'est beaucoup. Alors peut-être un PDF en ligne. On avait trouvé un journal qui nous avait dit nombre limité, mais je pense quand même qu'au niveau du comité de lecture, il nous aurait dit c'est un peu long. Il y a des photos qui sont un peu superflues. Donc là, on s'est fait un peu plaisir parce qu'on voulait que les gens puissent vraiment voir la différence. Donc on a pu mettre autant de photos qu'on voulait. Donc là, grâce à ce livre-là, et puis aussi au fait que cet article soit en ligne, on espère que dans les années à venir, les gens vont vraiment se rendre compte que voilà, Nepenthes macfarnei, c'est ce truc-là. Voilà, avec une nouvelle description qui est censée faire autorité. Voilà. Voilà. Et donc on en a profité aussi donc pour décrire les deux autres espèces qui étaient, enfin l'autre Nepenthes macfarnei qui pendant très longtemps en fait a été pris pour le vrai. Et en fait, voilà, donc il y en a une des espèces qu'on a appelée Nepenthes sericea, qui veut dire soyeux, parce qu'elle elle a des poils sous l'opercule, mais alors elle, c'est très intéressant, parce que c'est une des rares espèces de Nepenthes à proposer 3 types d'urnes. Alors, je ne parle pas des urnes intermédiaires, elle fait des urnes inférieures qui sont ici, avec des poils donc très, 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 très légers, ils font 2 mm, ils sont en couleur cuivre. Et puis, elle a 2 types d'urnes, alors on manque de données, on ne sait pas laquelle apparaît en premier. Il y a une urne supérieure qui est cylindrique comme ça, et une autre urne supérieure pardon, qui est en forme de un peu de coupe de champagne, infundibulaire, on dit, voilà. Donc, il y a vraiment les 3. Et Et elles donc ont là, déjà été observées sur le même individu, ces deux urnes supérieures différentes? non, alors non, justement, pas d'après ce qu'on sait. Alors on ne sait pas si c'est saisonnier, on ne sait pas. Voilà. Par contre, on a déjà sur les mêmes plantes vu l'un ou l'autre. Voilà, on n'a pas vu les trois en même temps. Il Ah, faudrait mais sur une même plante quand même l'un et voilà, l'autre, quoi. Ok. voilà. Enfin, Donc ou l'autre. voilà. Donc il faudrait retourner plus longtemps. Le problème, c'est que nous, quand on fait une expédition, souvent c'est 3 semaines, un mois et demi, pas plus. Il faudrait qu'il y ait un passionné ou alors un travail de thèse, ça serait assez intéressant pour aller observer un petit peu tout ça. Donc on l'a appelé Nepenthes sericea. Alors pour ceux qui l'ont en culture, mais il n'est pas très, très répandu en culture, c'est la plante qu'on appelle Nepenthes macfarnei des Cameron Highlands. C'est un endroit assez touristique. Ceux qui vont en Malaisie péninsulaire vont souvent aux Cameron Highlands parce qu'il y a des magnifiques plantations de thé. Et il y a plusieurs endroits où on peut voir ces Nepenthes-là. Et donc voilà, il fait des urnes comme ça. Alors, je vais essayer d'en montrer. Voilà, les urnes inférieures sont comme ça. Elle ressemble un peu à celle du Nepenthes macfarnei de Gunung Bubu, mais donc avec des poils très 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 courts. Et puis il y a d'autres différences au niveau des feuilles et tout ça, et même des glandes. Et alors au niveau des urnes supérieures, donc là c'est encore les inférieures. Au niveau des urnes supérieures, voilà, on a des urnes soit cylindriques comme celle-ci, ou celle-là, ou des urnes qui sont vraiment plus en forme de trompette. On dirait pas la même espèce, quoi, c'est fou. Ouais, on On dirait pas dirait la même vraiment des espèce plantes quelque différentes, part. quoi. Voilà. Et voilà. Et donc après, on a la plante de. Donc là, c'est encore Nepenthes sericea, voilà, qui peut voilà produire vraiment des urnes vraiment jolies, parfois assez blanches. D'ailleurs, dans tout ce groupe d'espèces, il y a 5 espèces sur 6 qui proposent des urnes supérieures souvent blanches comme ça, ou en tout cas Et jaune crème comme ça. d'ailleurs, c'était Alors une de voilà. mes questions, François. Est-ce qu'on sait pourquoi, enfin, pourquoi ces plantes-là, elles font des urnes qui sont si claires comme ça, ces urnes Ah supérieures si voilà. claires? Est-ce que tu as des hypothèses peut-être ou des trucs Non, moi j'ai pas d'hypothèse. Très souvent, je vais me dire que c'est pour même les poils sous les yeux, on en a des hypothèses, mais on sait pas. En fait, on a tendance, ça fait déjà 15-20 ans que c'est comme ça. Et dans le genre Nepenthes, on en est encore à un stade assez comment dire, assez rudimentaire où on aime bien faire le catalogue de toutes les nouvelles espèces. Et moi je suis dedans. Hein. Je suis dedans aussi parce que je sais pas faire plus. On va regarder les nouvelles les espèces, on va agrandir le catalogue, on va regarder lesquelles sont différentes en termes de forme, etc. Mais les plantes en tant que telles, elles sont pas énormément étudiées. Mhm. Voilà, par exemple, ben, si tu connais Nepenthes bicalcarata avec ces deux gros crocs là, qui lui font penser à un vampire, ben, ça fait très longtemps que la plante est connue, ça fait des décennies qu'on se dit qu'on ne sait pas à quoi servent ces crocs, et puis voilà, il y a des travails, il y a du travail de gens qui essaient d'observer un peu le mécanisme, mais les gens ont plus tendance à faire comme moi de la taxonomie et d'étendre un peu le catalogue, mais on ne prend pas pour l'instant le temps d'étudier. Il y Ouais, a puis des études, je c'est dis plus pas qu'il n'y en a compliqué pas. aussi, hein. Ça veut dire qu'il faut être là C'est plus plus compliqué, longtemps, ouais, il il faut être faut. là-bas. Hein. Ouais, Moi, ça par demande plus exemple, de moyens, quoi. voilà, moi, par exemple, je trouve que les études les plus intéressantes ces dernières années, par exemple, ce sont celles qui ont eu lieu sur Nepenthes gracilis, qui est l'une des espèces
le plus ennuyeux qui soit, quoi. C'est un épentest de base, mais on sait que, par exemple, l'opercule fonctionne comme une catapulte. En Mhm. fait, à chaque fois qu'il y a une goutte de pluie, quand il y a des fourmis qui sont en dessous de l'opercule, on a un effet trampoline. Donc la goutte de pluie donne un effet catapulte sur l'opercule et tu as la fourmi qui était en dessous tranquillement en train de boire le nectar qui est catapultée à l'intérieur de l'urne. Donc ça été étudié, comme les propriétés viscoélastiques du fluide, etc. Donc ça, c'est super intéressant. Autre point vraiment intéressant, bah, c'est tout le microcosme qui est à l'intérieur de chaque urne. C'est ce que Là j'allais encore, poser comme question aussi, pour voilà. voir s'il y avait des différences justement entre les uppers, enfin les urnes supérieures et les urnes inférieures, qui pourraient du coup expliquer pourquoi ils ont des colorations différentes ou des Voilà, choses voilà, comme ça voilà, aussi. voilà. Là, voilà, on sait que par exemple l'absence d'aile, là c'est assez chouette sur cette photo-là. On voit donc une urne supérieure à droite de Nepenthes série CA et une urne inférieure de la même espèce. Donc là, voilà, donc il y a la forme de l'opercule, il y a l'absence d'aile qui se justifie parce que l'urne supérieure étant produite plutôt en hauteur, ça va attirer plutôt des insectes volants. Mais même ça, c'est pas si vrai parce que dans ces urnes supérieures, on a trouvé par exemple pas mal de scolopendres. Donc, en fait, des myriapodes, des millipattes qui aiment bien aller sur les troncs, qui montent et qui vont jusqu'aux urnes. Donc, cette théorie qui fait que souvent les zones supérieures sont là pour les espèces volantes, elle n'est pas forcément si vraie que ça. Mhm. Ça, c'est peu étudié, mais comme tu le dis, il faudrait beaucoup plus de moyens. Il faudrait être Ouais, sur le ouais. terrain. Voilà. Donc, il y a plein de choses à voir, en fait. Là, si tu veux, on met le nom sur des choses et on les classifie comme on peut. Parce que la classification, elle reste subjective d'une certaine manière. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a quelqu'un qui va trouver que mes trois Nepenthes, là, série CA, McFarlane, et puis le troisième que j'ai pas encore montré, Ulucaliana, quelqu'un va peut-être trouver que c'est en fait la C'est même une espèce variété. très variable, quoi. Voilà, quelqu'un va aussi faire des études génétiques, va se rendre compte qu'il y a quand même des différences entre les trois, mais va peut-être trouver que c'est pas le pourcentage de différence est pas suffisant pour en faire trois taxas différents. Donc ça reste subjectif. Hein. Ce que je rappelle à tout le monde, parce que souvent les gens me disent est-ce que vous avez fait des études génétiques, etc. L'étude génétique va révéler des choses qu'on ne voit pas. Mais il y aura toujours quelqu'un qui va devoir prendre la décision, dire que 2% de différence c'est assez ou 3% c'est pas assez. Donc voilà, donc en fait c'est un argument supplémentaire. S'il y a deux Et plantes qui sont... Voilà. c'est prévu Oui, ces vas-y. études génétiques du coup pour regarder. Bah, nous non, mais ça coûte de moins en moins cher. Donc Mhm. il y a des grandes révisions qui sont prévues dans les années à venir et on espère bien pouvoir le faire. On espère bien pouvoir le faire, voilà. Ça sera des arguments en plus. C'est sûr que si nos trois espèces, on se rend compte qu'elles sont à 99,9% pareilles, on reviendra peut-être sur le Mhm. fait que voilà, ce sont trois espèces différentes, voilà. Mais bon, pour l'instant, c'est notre proposition. Et je rappelle voilà, à tout le monde que j'en profite pour le dire, que quand on décrit, on fait des propositions qui tiennent le temps, qui tiennent, comment dire, qui restent avec le temps parce que ça obtient une sorte de consensus. Les gens sont d'accord avec ce qu'on dit, donc de publication en publication, on reprend. Mais il arrive régulièrement que d'autres ne sont pas d'accord et ils fassent des contre-propositions. Et parfois, il y a un consensus qui se dégage et parfois ça ne se dégage pas. Il n'y a pas d'autorité, je le rappelle, parce que j'ai souvent droit à ça quand je discute, il n'y a pas une autorité suprême qui déciderait de qui a raison. Ça serait problématique si on avait une, parce que ça serait des gens qu'on pourrait soudoyer, ou ça serait des gens qui auraient, entre guillemets, la seule vérité, ça serait pas possible. Voilà, donc c'est le temps qui fait qu'on accepte une espèce ou pas. Là, actuellement, si vous prenez les Sarracenia, vous aurez toujours des gens pour vous dire que Sarracenia rosea, c'est pas une bonne espèce. Alors, si vous demandez à un botaniste américain, il aura tendance à dire que oui, parce que Cocorico, voilà, c'est une espèce américaine, comme Drosera tracy. J'ai pas mal de botanistes américains qui pensent que c'est une espèce valide. Moi, je le pense aussi par ailleurs parce que j'ai été voir, mais voilà, alors que d'autres vous pensent que ça restera filiformis variété tracy. Voilà. Ouais, puis Donc quand c'est le voilà. temps et l'usage aussi finalement, hein. Voilà, là. Et Si parfois personne les n'utilise le nom des nouvelles espèces, bon c'est bah ça, voilà voilà. quoi. Et parfois, les gens ne sont pas d'accord. Là, par exemple, quand Stewart McPherson va sortir son nouveau livre, il va, par exemple, proposer que Nepenthes Rob Cantley, ça n'est finalement qu'un hybride et que c'est Nepenthes nebularum, ça fait pas mal polémique, Ouais, j'ai vu. qui est l'espèce, etc. Moi, je ne suis pas d'accord, alors que je suis l'éditeur scientifique, un des deux éditeurs scientifiques du livre. C'est l'opinion Mhm. de Stewart. Je ne suis même pas d'accord sur ce point-là. Voilà, mais voilà, c'est une proposition et ça doit inciter les gens qui ne sont pas d'accord à contre-publier tant que ça reste sous l'état de critique sur Internet, sur des forums ou des discussions de café, ben pourquoi pas, on peut refaire le monde. Mais si on n'est pas d'accord, on publie quelque chose. Et en général, quand on publie, c'est qu'on a des données nouvelles. Voilà. Donc voilà, nous, c'est notre proposition. Ce qui est sûr, ça, en tout cas, c'est que le Nepenthes macfarlanei, le vrai, c'est celui du mont Bubu, puisqu'il correspond à la plante qui avait été collectée là il y a très longtemps. Maintenant, le fait qu'on considère, nous,
que la plante de Cameron Highlands et de Genting Highlands, ça soit deux autres espèces proches de McFarlanei. C'est notre position. Voilà, c'est notre position. On la propose, on l'argumente énormément. C'est pour ça que l'article est très très long. Mais voilà. Ce qui est un peu embêtant parfois, ce qui nous chagrine parfois, c'est que les gens regardent juste 2-3 photos et disent je suis pas d'accord. Et on a envie de leur dire lisez quand même ce qu'on a fait, quoi. Voilà, parce que bon, c'est pas en regardant 2-3 photos c'est comme si je regardais Elianphora ou j'en sais rien moi, deux Elianphora, Tatei, puis Nébliné, je dis c'est n'importe quoi, c'est la même chose, et puis c'est tout. Mais non, il faut regarder comme l'article, et puis le travail qui a été fait par les chercheurs Et qui ont puis passé même, le temps. même Voilà. si au final c'est tout groupé sous une même espèce, t'auras quand même il y a quand même des vraies petites différences quoi, qui existent. Ouais, Et donc ça peut toujours voilà. faire office de description pour une variété, une Oui, pour une sous-espèce, une variété, forme voilà, de voilà, quelque voilà, chose. voilà, voilà, Enfin, je veux dire, voilà. la différence, elle existe pour de vrai. Après, la question, c'est de Oui, savoir si voilà. ça vaut la peine d'en faire une espèce ou pas, entre guillemets. Voilà, voilà. Puis, il faut aussi, alors ça c'est difficile pour les gens de comprendre ça, c'est que le concept d'espèce est un concept qui est différent selon les organismes qu'on étudie. C'est-à-dire alors je vais faire exprès, je vais prendre un extrême, hein, mais quelqu'un qui va étudier par exemple les mammifères va trouver qu'une espèce, c'est clair, ça ne s'hybride pas, Mhm. et c'est tout, ou les hybrides sont stériles. Vous allez mettre un âne et un cheval, un lion et puis un tigre, vous aurez un hybride, mais il sera stérile. Et dans ce cas-là, nous, le genre Nepenthes, tous hybrides, toutes les espèces hybrides. Et du point de vue de la classification, parce que la classification, finalement, c'est mettre des noms pour que ça soit pratique pour nous, les êtres humains, de reconnaître les plantes et de les nommer, accepter que le genre Nepenthes ne fasse qu'une seule espèce, que Nepenthes ampullaria et Nepenthes maxima, ça soit la même espèce, ça ne fonctionne pas. Mhm. Voilà, ça fonctionne pas. Voilà. Dans ce cas-là, on considère que toutes les plantes qui font des urnes au bout d'une vrille, c'est une seule espèce et ça fonctionne pas. Et tous les Nepenthes hybrides. Mhm. Voilà. Mhm. Voilà. Donc voilà. Et donc le problème dans le genre Nepenthes, c'est que pour l'instant, il n'y a pas vraiment eu d'accord sur quels sont les critères les plus importants, etc. C'est en train de faire son petit bonhomme de chemin, mais je pense qu'il va falloir encore un petit moment. Il faut savoir que voilà, ce que nous on fait, moi ça fait 15-20 ans que je publie, c'est rien du tout par rapport à l'histoire du genre. Voilà. C'est juste un petit moment dans le temps. Voilà. Et peut-être que dans les espèces que j'ai publiées, il y en a certaines qui seront écartées quand je serai un vieux monsieur, et puis qui ne le seront pas, et puis on verra bien. Moi, je pars du principe que je fais des propositions, et en faisant des propositions avec les co-auteurs, on fait avancer les choses, on fait avancer la discussion, tout simplement. Voilà. Et c'est ce qui me motive. Voilà. Tout à fait d'accord. Voilà. Et donc la troisième espèce, c'est celle que donc là vous avez un gros plan de Nepenthes sericea. Alors, on voit vraiment la différence avec Nepenthes macfarnei que j'avais montré tout à l'heure. Hein. Mhm. La Nepenthes macfarnei, en général, pas plus de 150 poils vraiment épais. Là, il y en a des milliers. Voilà. Puis très souvent, c'est doré ou blanc. Voilà. Et on a donc là, vous avez, c'est assez sympa. On a des fourmis qui marchent directement sur les poils sans jamais être en contact avec l'opercule humain. Ouais, Voilà. et d'ailleurs, j'ai vu que dans ton article, enfin dans votre article là, il y a beaucoup de photos de fourmis comme ça qui sont sous l'opercule. Du coup, bon, on pense quand même que ces poils, ça sert finalement soit à diffuser une odeur de nectar ou quoi que ce soit, ou alors à aider à la capture. À la capture, ouais, on a la capture, là, on ne sait pas si c'est glissant, voilà, on sait pas du tout. Par exemple, dans Nepenthes berbelu, sous l'opercule, il y a des zones qui sont entre guillemets chauves. Donc, Mhm. ce sont des endroits où les insectes vont venir se concentrer. Et ensuite, quand ils vont vouloir s'éloigner de cette zone chauve, mais qui est pleine de glandes à nectar, ils vont se retrouver avec tous les poils. Et là, ça va être plus compliqué de sortir et la chute sera beaucoup plus facile. Voilà. Ah, ah. Ah ouais, ouais. Voilà. Et donc, le Nepenthes que les gens voyaient souvent, Nepenthes de Genting Highlands, on l'a décrit sous le nom de Nepenthes ulucaliana, parce qu'il vient de la montagne Ulu-Cali. Voilà. Donc là, c'est une illustration d'Alastair Robinson, qui a eu la gentillesse de faire l'autre illustration. Voilà. Et puis là, donc ça, c'est le Nepenthes que beaucoup de gens ont considéré comme McFarlanei pendant très longtemps. C'est celui que j'ai montré un peu au tout début de l'intervention, qui fait des urnes un peu en forme d'amphore, assez globuleuses comme ça. C'est une très belle espèce. Voilà. Très très belle espèce. Et donc lui, par contre, fait des poils beaucoup plus petits, a une forme de feuille qui est différente aussi, des feuilles beaucoup plus larges, couleur vert pomme. La pilosité n'est pas la même, le péristome n'est pas le même, il est très très épais. Je ne sais pas si vous le voyez là ici, là. Il fait ce Ouais, qu'on ouais, appelle ouais. une colonne, etc. Enfin, voilà, quand on est habitué, franchement, on les reconnaît au premier coup d'œil. Enfin, moi, c'est pas ma spécialité, mais c'est un genre que j'adore. J'adore les Drosera. Tu mets un Cuneifolia et un Aliciae, je les reconnais tout de suite, quoi, en fait. Ouais. Pareil, tu mets un Nutant, c'est un hétérodoxa pour les Elianphora, je les reconnais. Mais c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude, on peut peut-être trouver que tout se ressemble. Donc là, vous avez une Nepenthes ulucaliana,
Donc, c'est l'ancien McFarlane de Genting Islands. Les poils ne dépassent jamais plus de 1 millimètre. J'ai mesuré une cinquantaine de spécimens là-bas et voilà. Et donc voilà. Puis il y a beaucoup d'hybrides entre les deux, tout ça, donc ça rend les choses encore plus compliquées. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en Malaisie péninsulaire, finalement, même s'il n'y a pas des espèces, comment dire, radicalement différentes, même si ce n'est pas des énormes trouvailles comme Nepenthes jacquelinae ou Nepenthes lingulata, etc., ben, il y a des choses à chercher. Et on se rend compte que finalement, il y avait des erreurs à régler sur les interprétations d'origine. Et il y a d'autres montagnes à prospecter. Là, on a encore 3 autres espèces à décrire. Voilà. Et donc, voilà. Et puis, bon, moi, par exemple, là, je travaille sur 5 nouvelles espèces et je parle même pas que de Nepenthes. Je parle de plantes carnivores. Donc, oui. il y a du collant et il y a des urnes. Et pas des Nepenthes. Voilà. Et donc, voilà. Et puis, je peux pas en parler pour l'instant, mais parmi les nouvelles sur lesquelles je travaille, il y en a des spectaculaires. En fait, il faut se rendre compte que, par exemple, j'aimerais bien être à la place des randonneurs, de tous ces gens-là qui ont des physiques de super-héros et qui montent et descendent des montagnes. Il arrive très souvent qu'ils voient des nouvelles espèces de plantes, mais ils savent pas, ils se rendent pas compte parce que c'est pas leur centre d'intérêt. Et parfois, au détour d'une photo, on se dit mais c'est pas possible. Voilà. Je vous rappelle par exemple que Drosera magnifica. C'est ce que j'allais dire, qui a été découvert sur Facebook. Voilà. On peut être étonné qu'une plante aussi incroyable, aussi belle, ait été ignorée pendant si longtemps. Voilà. Elle était dans un endroit entre guillemets pas très accessible, mais bon, qui n'était pas non plus un endroit hyper difficile. À atteindre. Voilà. Donc après, avec les Nepenthes, j'ai quand même l'impression que quand tu cherches, tu trouves quoi. Tellement il y a une diversité assez folle et tellement ça a été finalement pas tant prospecté que ça, quoi, tu vois. Non, pas tant que ça. Là, sur la carte de Malaisie péninsulaire, il y a encore plein de montagnes. Dans tous les coins, là, il y a plein de montagnes. En fait, nous, entre copains, on a des montagnes sur lesquelles on a fait des croix. Et on espère qu'un jour, on aura les fonds, le temps pour y aller ensemble. On a déjà une liste de 5-6 expéditions à faire ensemble. Et puis moi, je fonctionne beaucoup au coup de tête. C'est-à-dire l'année dernière, quand l'expédition a pu se faire, ça s'est fait pratiquement, je ne vais pas dire par hasard, parce que ça se provoque, le hasard. Mais il y a un moment, tout s'est mis en place. Ils se sont dit, bon là, écoutez les copains, on y va. On a les permis, on a les fonds, il faut y aller maintenant. Et puis tout s'est bien passé. Et parfois, ça se passe pas bien. La montagne n'est pas accessible. Ou on trouve pas ce qu'on... J'aurais pu me tromper de Gunung Bubu et trouver d'autres nouvelles espèces. Peut-être, voilà, ou pas avoir du tout la réponse, parce que là, la clé, ça a été Gunung Bubu. Quand on a trouvé les vrais McFarlanei, on s'est rendu compte que deux des plantes qu'on pensait de McFarlanei, c'était autre chose, et que la plante de mon ami Gideon, c'en était encore une autre. On s'est retrouvé avec 3 nouvelles espèces. 3 nouvelles espèces d'un seul coup, en trouvant le vrai McFarlanei. Par contre, là où on a été très surpris, c'est qu'en faisant d'autres montagnes, on en a trouvé 3 nouvelles encore, qu'on publie dans les mois à venir. Voilà. Et voilà, et puis là, c'est pareil, je sais bien qu'en faisant ça, je fais un peu languir, mais là, j'ai des photos que je ne peux pas montrer, de plantes nouvelles, et certaines sont sacrément nouvelles, dans le sens où alors, les collectionneurs, vous allez baver. Hein. C'est vraiment des plantes vraiment très très belles, et même certains, vous allez vous dire, mais comment ça se fait que ça n'a pas été trouvé avant? Ouais, qu'on soit pas voilà, tout ce temps. Voilà. Là, il n'y a pas très longtemps, j'en tire aucune gloire, mais je ne sais plus, il y avait quelques mois, j'avais discuté avec des copains, avec mon copain Jean-Pierre, avec Denis Jallet aussi, parce que je leur avais dit que j'avais trouvé du Pinicula longifolia dans les Pyrénées, autre qu'à Gavarnie, dans un cirque que les gens connaissent bien. Et apparemment, le spot, la population de longifolia que j'ai trouvé là, en fait, elle était assez planquée, quoi. Et j'ai été étonné que les gens de l'antenne Midi-Pyrénées ne connaissaient pas cette localité-là, en fait. Voilà, pourtant, voilà, Gavarnie, les 3... C'est prospecté, c'est en France, on n'a pas 50 000 espèces non plus qui poussent. Là où j'ai été, c'est simple, j'ai été au fond, j'ai été à un endroit pas inaccessible, mais je pense que les gens s'arrêtaient un peu avant. Ouais. Et puis c'est tout, et puis on a été, j'ai sorti des jumelles, je fais là, il y a un truc. Et puis là, il y a une roche flottante, et je fais boum, longifolia, et avec en plus une variabilité par rapport au site de Gavarnie qu'on connaît bien. Ouais, je ne pensais pas trouver entre guillemets un nouveau site. Alors les Nepenthes avec toutes ces montagnes qui sont pas prospectées, non, effectivement, il y a de quoi faire. Tu as une idée de quand vont être publiées déjà les nouvelles espèces? Vous les avez envoyées déjà? Vous attendez les retours? Vous n'avez pas fini? Alors là les 3 Berbelu a été publié en février. Donc là, Sericea ou Lucaliana, c'est publié. On l'a publié en ligne. Et ça va être accessible à l'écrit dans les prochains livres de Stewart qui vont être distribués à ceux qui les ont commandés en juin. Et la 4e espèce sur laquelle on travaille, là on est en plein dedans, va être publiée en septembre. La 5e espèce à la fin de l'année. Et la 6e, on a besoin de quelques données de terrain supplémentaires. On a demandé à notre ami malaisien
de retourner ça en début de semaine prochaine. Mais j'ai jamais travaillé à ce rythme-là, Arthur. En général, moi, je suis assez ergo, je fais une espèce tous les 2 3 ans. Avant ça, ma dernière, c'était Diabolica en 2020. Et là, faire Mhm. 6 espèces en un an et demi, je t'avoue que voilà. Bon, c'est de la passion, c'est super, mais là, j'ai ma compagne qui en peut plus de m'entendre dire que j'ai un article à finir, parce que quand j'en finis un, il y en a un autre qui est en parallèle. Mais bon, bah, c'est assez excitant. Et puis, on avait peur aussi, on a aussi publié assez vite parce qu'on a peur un peu de la compétition. Mhm. Parce que voilà, c'est un peu dommage parfois de travailler, et puis finalement d'avoir quelqu'un qui publie 2 mois ou 3 mois avant nous, et puis finalement notre travail, entre guillemets, il sert pas à rien, parce que toutes les observations, elles sont publiées, mais c'est quand même dommage. Voilà, Ouais. donc là, on était un peu pressé. L'article de 112 pages, là, ça nous a donné des sueurs froides. En plus, on avait pris un risque, c'est-à-dire qu'en février, quand on a sorti Nepenthes Berbulu, on l'a publié dans le journal de l'ICPS, on avait annoncé Nepenthes Sericea et Nepenthes Ulukaliana, qui n'ont été publiés que donc il y a quelques semaines. Donc il y a eu Mhm. 3 mois d'écart entre les deux. Donc pendant 3 mois, c'était des noms invalides. Et quelqu'un aurait pu nous doubler. Ouais, ouais, Voilà. ouais. On a pris le risque quand même, et mais je t'avoue que je dormais pas bien. Ça m'arrivait régulièrement de faire une recherche internet et de voir si quelqu'un n'avait pas publié ça. Ouais, ouais, Voilà. tu m'étonnes. Voilà, mais voilà, on est content de faire avancer les choses. Alors c'est sûr que c'est pas forcément les espèces les plus spectaculaires, mais Ouais, voilà, enfin, enfin elles sont quand même. Enfin, moi, je les trouve les urnes supérieures blanches là, je les voilà, trouve vraiment. Pouah, je les trouve vraiment voilà. super jolies. Enfin, de tout ce complexe là, de tout ce groupe Voilà. d'espèces là, Mais c'est vraiment un truc. faut prendre le temps de lire. Alors moi j'aime souvent faire des analogies. Alors parfois c'est un peu téléphoné, mais je veux dire, faut prendre le temps de le lire, faut prendre le temps de regarder. Je veux dire, moi par exemple j'adore tout ce qui est primatologie, tout ça. Quelqu'un qui s'y connaît pas va trouver que ça sert à rien, que les bonobos et les chimpanzés c'est la même chose. Alors que quand on s'y intéresse, même au niveau morphologique, au niveau comportemental, Comportemental, ouais. etc., c'est complètement différent. Voilà, donc voilà. Et donc pareil pour telles orchidées, tels insectes, etc. Moi, ma deuxième passion, c'est l'entomologie. Ceux qui aiment bien, qui voient un frelon de chez nous, font pas la différence avec le frelon japonais, ou ils vont voir une guêpe sylvestre, font pas une différence avec la guêpe commune, etc. Voilà, parce que c'est jaune, c'est noir, c'est pareil. Ben non. Faut prendre le temps de regarder, et puis une fois qu'on a lu, si on n'est pas convaincu, on n'est pas convaincu. Ça, c'est possible. Hein. Mais Ouais. Ouais, et voilà. écoute, c'est déjà 19h10. Moi, j'ai encore quelques petites questions, mais je sais pas si tu voulais encore nous dire deux, trois choses, mais je te propose Non, après, s'il y a des questions, moi j'aime bien que c'est interactif, parce qu'après, moi je trouve que c'est pas forcément intéressant de faire la litanie de toutes les différences et tout ça. Hein. Après, Ouais. voilà, voilà, on a la liste, on a 18 espèces maintenant, on a des péninsulaires. On a 18 espèces qu'on voit ici défiler. Il y en aura donc 3 de plus. Ça se trouve, il y a d'autres chercheurs qui vont en trouver quelques-unes de plus. Mais le genre Nepenthes va dépasser les 200 espèces très bientôt. Là, dans le livre des Stewart a reconnu 192 espèces, et il a Mhm. rajouté un chapitre avec 8 espèces non décrites. Et sur les 8 espèces non décrites, il y a des espèces, aucun doute, qui sont nouvelles. Et vous allez être surpris, quoi. Voilà, quand vous Quel allez voir les. teasing, quoi. Ouais, non, c'est sympa, voilà. Puis, voilà, on va les montrer en ligne, hein. C'est même pas obligé d'acheter le livre. Enfin, Stuart serait pas content que je dise ça, mais les photos vont être montrées. Donc, non, donc Bon, c'est intéressant. tu reviendras sur Dionée pour nous en parler, alors. Ouais, éventuellement, voilà. Je reviendrai peut-être pour autre chose que les Pentest, ça vous surprendra, mais Ah, voilà. Il y a, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Après, quelquefois, je vous dis que c'est un peu vain, c'est une course contre la montre. On décrit avant que ça disparaisse, mais bon, on fait ce qu'on peut faire. Voilà. Alors Moi, ce que. Alors, justement, moi j'avais une question par rapport à ça. Bon, j'imagine que si vous venez juste de décrire les espèces, vous savez pas encore exactement leur statut de conservation de toutes ces nouvelles espèces, mais ça en est on où les, à peu près la déforestation par là-bas? Ça en est où? Ah oui, ça atteint des niveaux assez importants. Hein. Si tu prends un Nepenthes ou Lucaliana, donc celui qu'on considérait comme essentiellement comme le McFarlane Genting Islands, tu as tout un complexe touristique là-haut. Alors il y a tout un système d'éco-tours et tout ça pour aller voir les Nepenthes et pour aller voir les singes et les oiseaux et tout ça, mais bon, c'est un alibi pour touristes. Voilà en, en mal de verdure. Je veux dire, quand tu détruis une montagne, que tu fais des pistes d'hélicoptères et des golfs, forcément que tu peux pas protéger les plantes. Voilà. Donc nous, en fait, à chaque description, on fait une proposition en suivant donc les classifications de. Il y a un organisme, l'IUCN, que toi tu dois connaître, Arthur, qui propose une classification en vulnérable, en état critique d'extinction, etc., ou considération mineure. En fait, chaque nouvelle espèce qu'on décrit, on lui propose un statut. On dit en gros si elle est menacée ou pas.
Voilà. Et nous, on fait des propositions qui doivent ensuite être validées. Mais il y a tout un dossier à remplir et c'est assez long. Moi, par exemple, j'ai décrit plusieurs espèces. J'ai pas eu le temps à chaque fois de faire le dossier qui allait avec pour valider. Voilà. Mais le fait de mettre un nom, souvent, ça donne de la visibilité. C'est repris souvent dans les flores locales. Les gens, les botanistes locaux, puis les amateurs locaux sont contents de voir qu'il y a un nouveau nom d'une nouvelle plante décrite dans leur pays. Et puis très souvent, ça aide parfois à protéger la plante, le fait d'avoir reconnu son caractère unique. Mhm. Mais bon, les intérêts financiers font que parfois, même s'il y a une nouvelle plante, c'est pas pour autant qu'elle est protégée. Moi, j'ai eu l'exemple avec Oui, oui. Nepenthes bokorensis que j'avais décrit du Cambodge. Voilà, alors que Ouais. ça n'empêche pas qu'il y ait toute une ville qui soit en cours de construction là-haut, mais bon, ça aide quand même. Si un Et jour, si celles-là, c'est des voilà. plantes un peu d'altitude, peut-être qu'elles sont un peu moins soumises aux pressions ou c'est un peu Alors, propice, ça? quand c'est vraiment haut, que c'est dans des endroits inaccessibles, oui, mais dans le cas, par exemple, des Genting Islands, comme il fait très chaud et que ça pousse entre 800 et 1400 mètres, c'est facile de faire des téléphériques et faire des casinos, et des appartements et tout ça. Quand c'est vraiment haut et que c'est dans des endroits vraiment difficiles d'accès, oui, en général, dans ce cas-là, au niveau du développement, elles sont pas trop en danger. Le plus grand danger, c'est le pillage. Tiens, par exemple, les Penthes berbelus, alors qu'on était en train de finir l'article, on a vu des photos de la plante en ligne dans des groupes obscurs de Facebook de gens qui la proposaient déjà à la vente alors qu'on n'avait même pas encore eu le temps de soumettre l'article. Mais les photos mises en ligne montrent que c'était quelqu'un qui était dans notre groupe. Voilà, il y avait un groupe de 25 personnes Waouh. là-haut. Donc voilà, donc il y a des gens qui jouent double jeu. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire une petite pub personnelle. Toutes ces questions de conservation des plantes carnivores, des menaces de l'IUCN, du braconnage et toutes ces choses-là, j'en parlerai dans une conférence que je vais faire chez Conférence Carnivore, là, Conférence Plantes Carnivores, et ça sera le 24 mai. Et du coup, ouais, enfin, le braconnage, c'est vraiment, surtout pour les Nepenthes, c'est vraiment un truc assez. Enfin, c'est terrible, quoi. Il y a plusieurs Ah espèces oui, qui bah sont j'ai. éteintes dans la Ouais. nature, quasiment ou complètement à cause de ça, quoi. Si tu veux des photos de plantes pillées, tailladées en morceaux, etc., j'en ai plein que je peux t'envoyer. Voilà. Mm, mm. Alors après, c'est pas évident le travail parce qu'on se dit qu'à chaque fois qu'on sort une espèce jolie, spectaculaire, quelque part, on brandit un drapeau ou un petit gyrophare pour dire nouvelle espèce, super jolie, allez la collecter. Donc c'est toujours le bon Oui, mais d'un équilibre à autre trouver côté, tu peux entre pas la deux. protéger, quoi, si Voilà, si voilà. tu fais pas ça. Ouais, en même temps, voilà, si on se dit que parfois ça serait peut-être mieux de la laisser toute seule dans sa montagne, voilà. Mais bon, après, on a envie de documenter cette nature qui est autour de nous. Et puis effectivement, si on ne sait pas qu'elle existe, on ne peut pas la protéger. Mais en même temps, si on sait qu'elle existe, on la rend intéressante aux cultivateurs et aux acheteurs sans scrupules. Sans scrupules. Pour Nepenthes berbelu, le fait qu'il y ait des gens qui aient participé. Alors quand je dis des gens participant à l'expédition, je ne parle pas forcément des invités, des gens qui étaient là entre nous. Ça va du porteur au guide. Enfin, en tout cas, ça a fuité à un moment donné. Mhm. Et le problème, c'est qu'après, il y a des gens qui sont prêts à payer des centaines, voire des milliers d'euros pour obtenir une plante issue de la nature. C'est tout. Le problème est toujours C'est là. ça. Moi, pour moi, le problème vient toujours de l'acheteur, de toute façon. Voilà. J'ai deux questions que David nous a transmises donc de Twitch. La première, c'est est-ce qu'il y a une durée de vie limitée pour les Nepenthes dans la nature, donc sans intervention de l'homme? Je ne sais pas si Ouais. tu connais, si ça dépend des Euh, espèces ou s'il y a une euh, réponse. Alors, il n'y a pas eu de, comment dire, d'observation scientifique sur des décennies ou à ma connaissance. Voilà, c'est simplement si quand on connaît un peu le rythme de croissance de certaines plantes, on peut en déduire que, par exemple, moi j'ai été voir Nepenthes sperveli aux Seychelles. Il y a un site qui est photographié depuis des décennies, c'est les mêmes plantes. Vu la taille, vu à l'allure ça pousse, je pense que la plante a des dizaines et des dizaines d'années. Je serais pas étonné de savoir que, à force de refaire des nouvelles pousses, etc., elle est plus d'un siècle. Voilà. Ouais, et puis chez les Ah, Nepenthes, donc c'est pas mal ça aussi, hein. Quand elles commencent à faire des lianes qui grandissent et tout, parfois la voilà, liane meurt, mais ça repart après de la elles font base et des, tout. re- Donc elles c'est font un des peu. rejets, Mm. etc. Voilà, donc je saurais pas dire. Des dizaines d'années, c'est sûr, parce qu'on a déjà vu des plantes qui se lignifient. Hein, ça ressemble à du bois au niveau de la Mhm. liane. Moi, j'ai déjà vu des Nepenthes, ça faisait 3 cm. Hein. Ça faisait un peu, pour ceux qui jardinent, ça faisait un peu comme ces grosses branches de mûrier, de ronces, là. Ouais, ouais, C'était ouais. vraiment très épais, dur comme ça sont les épines. Mm, C'est impressionnant. Hein. Je veux dire, Nepenthes bicalcarata, ça fait 20 mètres de longueur. Nepenthes, je crois, gymnamphora, ça a été documenté à 50 mètres. Donc forcément, ça doit vivre des dizaines et des dizaines d'années, mais pas à ma connaissance d'études. Il faudrait aller voir un spécimen et voilà, et puis le mesurer chaque année. Mais bon.
Il y a tellement de Autre choses. question du coup de Twitch, alors la question c'est est-ce qu'on peut faire des médicaments avec les Nepenthes ou peut-être plus globalement est-ce qu'on peut en gros déposer un brevet dessus pour aller les piller et en faire quelque chose quoi. Ah bah ça c'est toujours possible, hein. Alors, au niveau de la pharmacopée traditionnelle, il existe pas mal de choses. Par exemple, moi, Nepenthes bocorensis, je sais que les racines étaient utilisées en décoction contre les douleurs postpartum. Mhm, Elles sont aussi utilisées parfois en Malaisie ou en Indonésie parfois en tant que collyre au niveau du liquide de l'urne pour les yeux, etc. Alors, je ne sais pas quelle valeur scientifique ça a, mais si un jour on découvre une vertu pharmaceutique réelle à une de ces plantes-là, oui, puis j'imagine que certains pays n'auront aucun scrupule à privatiser la plante. J'ai envie de dire, le bon côté dans tout ça, c'est que la plante sera protégée, ça c'est sûr. Mais de toute façon, le plus intéressant, ça sera sans doute ensuite de la produire de manière horticole à grande échelle. De toute façon, la meilleure chose à faire, malgré tout, je pense, c'est qu'une plante rentre en culture. Qu'elle rentre en mhm. culture, qu'elle soit accessible, qu'elle coûte pas cher, parce qu'on n'arrivera pas à faire en sorte que les gens n'aient pas envie de collecter. Moi, je cultive aussi. Derrière moi, il y a une serre avec une serre d'intérieur avec des plantes. Donc, je comprends qu'on ait envie d'avoir un bout de nature. Et à partir du moment où la plante n'est pas accessible, on aura toujours des gens qui seront prêts à payer assez cher. Ce que Ouais, je puis comprends pas, c'est la bonne voilà. stratégie c'est d'en récupérer peut-être quelques je sais pas graines ou des choses comme ça et Ouais. puis essayer de les multiplier le plus vite possible en in vitro ou quoi et puis de les Hum, proposer à des prix cassés quitte à faire des listes Ouais, d'attente ouais. quoi. Mais Parce ça que encore, sinon ouais, mais ça encore, tu vois, par exemple, c'est pas évident parce que maintenant, avec le protocole de Nagoya, enfin, il y a pas mhm, mal de législation, on n'est pas censé prendre des graines comme ça. mhm, mhm. Si jamais il y a des bénéfices retirés à partir d'une plante ou d'un animal dans un pays, le pays d'origine est censé pouvoir en profiter, tout ça. Mhm. Et en fait, c'est même pas évident. Donc, quelque part, les pays vont dire, bah non, vous n'avez pas le droit de prendre de graines même si c'est au bord de la route. Ben, bah, et puis après, les gens vont venir piller. Et voilà, c'est compliqué. Je dirais qu'il y a une zone grise. Voilà, puis je suis pas censé, je suis pas censé promouvoir ça non plus. Je dis Oui, oui, juste non. qu'à l'arrivée, je trouve que voilà, c'est bien que les plantes soient accessibles, soient accessibles. Non, C'est mais que bien ce que les soit gens, d'une manière légale aussi, hein. Je veux dire, ouais, que je ça dis soit pas que légal. nous on Voilà. aille ramasser comme ça sur nos vacances des graines, mais Oui, que voilà. la Mm. stratégie globale, c'est quand même de les rendre justement accessibles, ouais, pour pas Ouais, très ouais, cher, quoi. tout à fait, voilà. Et bah, voilà, le genre de Nepenthes, voilà, c'est ça. Hein, ce sont des plantes un peu comme des orchidées, mais en moindre Mhm. mesure assez charismatiques. Et puis bon, après, cette sorte de charisme, c'est très subjectif, mais voilà, ce sont des plantes qui attirent, qui se vendent cher. Hein, pour ceux, si jamais il y a des néophytes complets qui nous écoutent, il y a des Nepenthes qui se vendent à des milliers d'euros. Hein. Mhm. Je sais qu'il y a un Nepenthes qui est très recherché en culture, c'est Nepenthes veitchi, un cultivar qui s'appelle Candy Dreams, rêve de sucre en français. Et je sais que la bouture se vend à 3000, 4000 $. Hein. Donc voilà, Ouais, c'est et tout. puis Hein. vous Voilà. imaginez que pour nous ça fait beaucoup d'argent, mais pour les personnes qui vivent Hum. où on trouve naturellement des Nepenthes, ça peut valoir des mois ou des Oui, années oui, oui, de voilà. salaire, hein. Donc Voilà, puis c'est leur pas que explique. c'est pas que des personnes, on va dire, qui ont pas de scrupules et qui veulent juste piller la nature pour se faire de l'argent. Il y a quand même des dynamiques qui sont plus complexes derrière. Ça Ah veut pas non, dire qu'il c'est faut pour acheter ces moi, plantes, absolument pas. ce Mais que je c'est disais plus tout à l'heure. compliqué que ça. Et le problème, c'est l'acheteur plus que Ah, c'est le vendeur, l'acteur. dans notre situation là en tout cas. Notamment avec le Covid, le gars ou la dame qui a besoin de nourrir ses gosses, moi je la comprends. Hein, et Bah je ouais, ferais hein. peut-être, je les ferais pas, peut-être pas différemment. Hein. Non, mais Si c'est tu ça, le devais, problème, c'est les gens voilà. qui achètent, en fait, parce que finalement, c'est souvent, bon, là, on rentre dans des débats compliqués, mais c'est souvent des gens qui ont quand même un peu un peu d'argent, des occidentaux, etc., Ouais, qui ouais. veulent Alors, il y a acheter, beaucoup en de. fait, et qui sont capables de mettre plein d'argent et qui recherchent ces personnes qui Ouais, vont, en ouais. fait, bah, piller les plantes dans leur milieu naturel, quoi. En général, c'est trois pôles, c'est Europe, Chine et Japon. Donc pas que des occidentaux. Mais Non, mais voilà, de bah, en manière, tu général. sais, de manière, mais Oui, je peut-être vois ce aux que tu États-Unis veux. aussi, j'imagine que ça doit être un peu. Oui, aux États-Unis aussi, hein, je pense aussi. Hein. Et puis de toute façon, faut pas chercher très très loin. Hein. On peut vite tomber sur ces groupes qui proposent des plantes. Et puis c'est jamais blanc ou noir. Moi, je connais des collections il y a des gens qui vont te proposer qui ont des plantes rares. Et puis quand je vois certaines plantes arriver, je me dis, bon, cette plante-là, je connais. Il n'y a pas de source légale pour l'instant. Donc la personne qui l'a, forcément, soit elle a fait un achat pas scrupuleux, soit ou elle n'a pas été regardante. Mhm. Il y a des plantes qui sont arrivées en culture bien avant qu'elles étaient accessibles dans des pépinières spécialisées. Donc c'est tout. Donc, soit la personne s'est servie, soit elle a volontairement
eu accès à ces groupes. Voilà. Moi, régulièrement, comme je suis un peu connu dans le milieu, j'ai des gens qui m'envoient des messages sur Facebook en disant est-ce que tu es intéressé par telle graine ou telle graine. Il ne faut pas chercher loin, par exemple, il y a des braconniers, notamment des Philippines, qui proposent des listes avec une trentaine d'espèces, et sur les espèces, il y a 5 ou 6 espèces nouvelles. Mhm. Voilà, et si on veut, on obtient des photos de plantes dans des sacs plastiques, etc. Et moi, en tant que taxonomiste, ça me fait en cœur parce que je sais que ce sont des espèces nouvelles. Mhm. Voilà, et j'aimerais bien qu'elles soient documentées, voilà. Mais compliqué. Dernière Est-ce qu'on petite peut? question, Oui. si ça te va, et après je pense que tu pourras peut-être... Enfin non, tu vas peut-être pouvoir nous montrer encore des choses, mais je disais, sinon tu pourras Oui, arrêter le partage d'écran si jamais, mais... Ouais, ouais. Il y a une question du coup dans le chat qui nous dit, avez-vous déjà fait des analyses de sol où poussent ces plantes? Et en fait, moi j'avais une question un peu plus globale, c'est est-ce que vous avez regardé un peu l'écologie de toutes ces nouvelles espèces? Est-ce qu'il y a des différences aussi écologiques? Parce que bah, ça peut aussi servir à Oui, 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 différencier oui, les oui, plantes oui, en fait, oui. hein. Non, 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 L'écologie non, voilà, est aussi voilà, très voilà, voilà. importante, quoi. Alors, dans le cas des Nepenthes Sericea et Lucaliana, puis Berbulu, et puis McFarney, l'écologie, on va dire, est relativement similaire. On n'a pas fait d'analyse de sol. Moi, la seule fois où j'ai fait des analyses de sol, c'est pour une espèce cambodgienne que j'avais étudiée, qui poussait sur du grès, Nepenthes holdeni. Là, j'avais demandé, c'était à l'époque, il y avait un ancien membre de Dionée qui s'appelait Eric Kohler, il a été président de Dionée. Il était géologue et je lui avais ramené quelques petits morceaux de sol, il avait étudié ça. Mais en dehors du sol, oui, l'écologie, ça peut servir à distinguer. Il y a plus de 10 ans, il y a un Nepenthes qui a été décrit, Nepenthes emsleyana. Pour ceux qui connaissent, c'est une variété, ça ressemble à une variété allongée de Rafflesiana. Mhm. C'est comme un Rafflesiana, mais en très fin, avec une hanche très prononcée au niveau des urnes supérieures. Et le critère principal, c'était qu'il y avait une espèce de chauve-souris qui faisait le distinguo entre le Nepenthes rafflesiana typique et ce Nepenthes allongé qui ressemblait à Rafflesiana, et qui s'abritait dans ce Nepenthes-là le jour, et qui faisait ses excréments dans ce Nepenthes-là. Et il y avait plusieurs arguments qui faisaient qu'il y avait des différences entre les deux, mais l'argument principal avancé par Charles Clark, c'était si la chauve-souris reconnaît ce Nepenthes-là, pour moi, c'est un argument suffisant pour en faire une espèce à part. Et moi, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Mhm. Donc, en fait, ce que j'aimerais bien, c'est effectivement au niveau de l'écologie, c'est de voir les relations entre les animaux, les insectes et les Nepenthes, et qui peuvent permettre effectivement de montrer qu'il y a des différences. Voilà, pas juste regarder la forme, les couleurs, les textures et tout ça. Voilà. Et après, il y a des différences aussi, effectivement, de milieu. Tu as telle ou telle espèce qui vont être proches, qui vont être plutôt sur le sommet, d'autres qui vont plutôt être à l'ombre. Les Pentasuolucaliana, par exemple, c'est une espèce qui pousse plus bas, qui Mhm. pousse à 1200, 1400 mètres, alors que les Pentes berbulu est à 2000 mètres. Les Pentes berbulu va souvent pousser dans les forêts de bambou, au sommet, dans la forêt moussue. Les Pentasuolucaliana, on va le trouver moins dans la forêt moussue, mais plutôt dans des sortes de friches. Voilà. Donc l'écologie, oui, ça peut servir à distinguer. Mais quand je dis l'écologie, c'est pas uniquement l'environnement végétal qui est autour, la quantité de lumière, mais ça peut être aussi la relation avec les insectes et Mhm. les animaux, etc. Si effectivement une plante arrive à se faire remarquer par d'autres organismes vivants, c'est qu'elle a dû développer quelque chose dans ce sens-là. Voilà. Et puis ça peut être un argument supplémentaire pour, du coup, nous la considérer comme différente, en fait. Voilà. Tout simplement. Super. Bah écoute, je pense qu'on arrive au bout, hein. S'il y a une dernière question dans le chat, n'hésitez pas. Mais c'était très intéressant, comme d'habitude, François. C'est Merci beaucoup. peut-être un peu pointu par moment, je sais pas, j'en sais rien, mais voilà. Mais Non, non, voilà. mais c'est intéressant, je pense, surtout quelqu'un qui maîtrise là le sujet, vu que c'est quand même toi, enfin, que t'as participé quand même à ces articles. Je pense que c'est plus intéressant que ce soit toi qui nous parle un peu de tout ça, parce que tu connais le sujet dans sa globalité, et du coup, tu peux Mm. aussi passer à travers peut-être les détails qui peuvent être un peu longs pour les personnes qui connaissent pas. Donc c'est assez. Non, non, c'était très intéressant, je pense. Moi, je suis toujours content. Enfin, comme toi, je suis absolument. Enfin, je respire, je mange, je bois, plante carnivore. Donc, franchement, Tu peux je suis juste toujours arrêter content. le partage d'écran, Ouais, si je jamais, vais comme faire ça ça. on verra nos deux têtes en grand. Voilà. Nice. C'est Et bon? ouais, ouais, c'est tout bon. Ouais, ok. Et donc, ouais, je suis toujours content d'en parler. Bah, de temps en temps, les gens envoient des messages, etc. Bah, quand on a publié l'article de 110 pages, là,
J'ai eu, je sais pas, une quinzaine de messages. Je suis toujours content d'en parler. Souvent c'est des collectionneurs qui envoient une photo en disant ah, voilà, j'ai un Nepenthes McFarlane, est-ce que tu penses que c'est le vrai ou pas? C'est Et non, lequel? c'est pas le vrai. Voilà, non, voilà, c'est lequel, etc. Donc moi, je trouve ça toujours intéressant, quoi. Puis ça veut dire que les gens prennent le temps. Et puis moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens, de temps en temps, prennent le temps de regarder. Alors ces articles-là qui sont fastidieux, alors quand vous maîtrisez l'anglais, même si vous voulez pas lire, ce qui est intéressant, c'est juste de lire le résumé. Voilà, on lit le résumé, on regarde Les les images. abstracts, comme on dit. Voilà, les résumés ça fait 10 lignes en général, et puis voilà, et puis souvent les auteurs laissent leur mail. Moi, je réponds peut-être pas tout de suite, mais je suis toujours content. En général, quand on fait ça, c'est qu'on a envie si on publie, c'est qu'on a envie que Mhm. ça atteigne les gens. Enfin, après, ça dépend des gens. Moi, j'ai des copains, ils détestent faire des conférences ou des choses comme ça. Ils veulent juste publier, mais moi, j'aime bien ça. D'ailleurs, je serai au prochain NEE à Nancy pour ceux qui seront là. Et j'ai été invité par Karl Berthold pour faire une conférence un peu sur ce sujet-là, sur le genre Nepenthes en Malaisie, mais là, ça sera plus pointu. Il y aura un joli PowerPoint et pas un fond avec une page verte derrière. Je raconterai en détail, puis je montrerai des vidéos. On a fait pas mal de vidéos, puis voilà. Moi, je suis toujours content de faire ça. Voilà. Puis voilà, ça fait 20 ans que je suis dans ces plantes-là. Je pense que c'est une des rares certitudes que j'ai dans la vie. Je pense que ça va m'accompagner, sauf Encore un accident. moment. Ouais, pendant très longtemps, Arthur, je pense. Voilà. On a plusieurs expéditions, je rêve de pas mal de destinations. Tu vois, ma passion, c'est le genre Nepenthes, mais j'attends l'occasion d'aller en Afrique du Sud voir les Drosera, d'aller en Australie, d'aller sur les tépuis. Enfin, je les aime toutes ces plantes. Et puis, avec le temps, ce qui se passe, c'est que j'aime les plantes dans l'ensemble. Ah, Là, par exemple, j'en ai pas parlé, mais je pourrais commencer à faire un petit compte rendu sur les plantes iridescentes. Les plantes iridescentes, j'adore ça. Et là, on en a vu pas mal quand on est monté, les Silaginelles, les c'est la bégonias. Ginelle, Voilà. ouais. Mhm. En fait, dès que tu t'intéresses à l'écologie, tu vas t'éloigner quand même de tes plantes carnivores. Voilà. Et puis, tu t'intéresses aux interactions avec les animaux, tu vas t'intéresser aux insectes, aux arthropodes, aux oiseaux, etc. Donc, tu vas commencer à glaner des connaissances ou à discuter avec des gens qui ne sont pas forcément spécialistes de plantes carnivores ou de Nepenthes. Voilà. Et c'est ça qui est génial. Super. Bah écoute, merci beaucoup, De François. rien. Et Voilà. puis, bah voilà, hein, la rediffusion, elle sera disponible sur notre page Dionée Antenne Aura. Et puis sinon, on en fera une petite vidéo qu'on mettra sur la page YouTube de Dionée. Donc voilà, merci à toutes et à tous pour ceux qui étaient là dans le chat. Même si on était au milieu d'un week-end de 3 jours, en fin de journée, comme ça, il y a eu quand même quelques personnes, donc c'était bien. Et Moi, puis c'est chouette. merci à toi François, encore une fois. Très C'était content. super Pas cool. de soucis. Et à la Voilà. prochaine, alors, quand tu nous parleras de nouvelles Drosera et de nouvelles Nepenthes. Mm, mm. Allez, salut tout le monde! Ouais, salut.